on va démarrer cet après-midi avec une conférence sur la grotte Cosquer révélée avec Pedro Lima qui est à mes côtés. Tout d'abord, on remercie bien évidemment le service, la direction du lien social, de la vie associative et de l'engagement citoyen, ainsi que donc le service senior pour l'organisation de ce cycle de conférences. Donc aujourd'hui, c'est sur la grotte Cosquer. Et puis on aura également une conférence au mois d'avril sur la question de la sécurité, ce qui explique qu'aujourd'hui nous sommes bien encadrés avec des policiers municipaux qui sont ici. Voilà. Bonjour à vous. Voilà, il ne peut rien nous arriver. Voilà, il ne va rien nous arriver. Je le précise pour le public, pour qu'il ne s'inquiète pas. Voilà. Très bien. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons réfléchir et aborder la question de la grotte Cosquer, et au mois d'avril, ce sera la question de la sécurité. Voilà. Alors, nous allons aborder cette question avec quelqu'un qui est passionné, Pedro Lima, qui est journaliste scientifique à Marseille. Donc, on va aborder la question de la grotte Cosquer, qui est une grotte ornée à une époque où la mer se trouvait à plusieurs kilomètres des côtes. Elle a été envahie par les eaux du fait des changements climatiques, et la grotte devient inaccessible à pied depuis près de 9000 ans. Ce lieu qui a été protégé durant donc des millénaires, reconnu désormais comme un patrimoine archéologique, est voué progressivement et doucement à disparaître par la montée des eaux. Alors c'est en 1985 que tout a commencé avec Henri Cosquer qui a fait ses premières explorations dans la grotte. On va vous en parler. Avant ses premières incursions contemporaines, cette grotte était vierge de toute présence humaine. Et son accès, en fait, se fait par une entrée située à 37 mètres de profondeur et en suivant donc un boyau submergé qui remonte et qui débouche sur une salle, la salle 1, voilà, qu'on va vous présenter également. Donc, la grotte Cosquer est aujourd'hui un haut lieu de l'art pariétal paléolithique en Europe. Dans l'ensemble de l'art paléolithique, l'originalité de la grotte Cosquer est associée à un ensemble, vous allez le voir, incroyable d'animaux qui y sont représentés, qui y figurent, à la fois par leur nombre et par leur diversité, ce qui fait vraiment l'originalité de cette grotte. On va vous en parler. Voilà, je ne vais pas vous en dévoiler plus parce que le spécialiste, il est à mes côtés et c'est lui qui va vous dévoiler tous ses secrets. Voilà. Alors, je vais vous présenter quand même notre invité, Pedro Lima. Donc, je vous le disais, il est journaliste scientifique à Marseille, mais il est également auteur et conférencier. Et donc, il y a 3 ouvrages ici, on va vous les faire circuler pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil. Voilà, donc au cours de vos reportages, depuis maintenant plus de 30 ans, vous avez visité de nombreuses grottes, des sites en compagnie des meilleurs spécialistes, dont Lascaux et Chauvet, et ce, à plusieurs reprises. Vous avez un parcours universitaire, vous êtes diplômé en neurosciences à Aix-Marseille Université, et vous êtes également journaliste scientifique, et vous avez fait l'école de journalisme de Lille. Vous avez publié depuis plus de 20 ans maintenant un certain nombre d'ouvrages, d'articles, de reportages dans la presse nationale et internationale. Et vous partagez donc vos avancées scientifiques avec le public comme aujourd'hui lors de conférences. Voilà. Alors, vous êtes passionné de préhistoire et d'art pariétal. Alors, je vais préciser ce qu'est l'art pariétal. Alors, l'art pariétal, en fait, il s'agit de peinture, de dessins, de gravures ou de sculptures, et des représentations qui sont situées au cœur des grottes ornées ou dans des abris sous roche, voilà, et qui sont représentées, et donc ça forme ce qu'on appelle l'art pariétal. Voilà. Et donc, nous avons aujourd'hui un spécialiste de l'art pariétal. Alors, vous avez publié de nombreux ouvrages, plusieurs ouvrages. Un premier en 2014 sur Chauvet, Pont d'Arc, le premier chef-d'œuvre de l'humanité. Puis Tout Lascaux en 2016, La grotte Cosquer révélée en 2021. Vous avez également rédigé Le trésor des écrits ornés en 2023. Et puis Paléo Kids, l'enfance de l'humanité en 2024, donc, qui est votre dernier ouvrage. Alors, ce dernier ouvrage, on va juste en parler de 2 mots quand même, parce que c'est un ouvrage extrêmement intéressant et singulier, puisqu'il donne la place aux enfants dans les sociétés paléolithiques, à partir d'un mode narratif et de sources scientifiques. Donc, c'est assez incroyable, parce qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir des informations sur l'enfance
et puis comment se déroulait l'enfance au Paléolithique. Hein, voilà. Donc, dans ce dernier ouvrage, on apprend comment les enfants étaient soignés, les objets avec lesquels ils jouaient, comment ils apprenaient à tailler le silex, etc. Voilà. Alors, voilà, nous allons aujourd'hui vous suivre, non pas auprès des enfants, même si on va un petit peu en parler à un moment. Voilà. Mais en tout cas, on va vous suivre au fond de la grotte, Cosquer. Une grotte qui est donc, je le disais, inaccessible hein, aujourd'hui. On va essayer de la comprendre, de la découvrir à travers cette plongée sous terre avec vous. Et puis, vous allez nous transporter. Hein, je vais essayer. Voilà, mais c'est sûr, j'en suis certaine. Nous vous écoutons avec grand plaisir. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup pour cette introduction. Merci beaucoup très sincèrement au service senior donc, de la ville de Marseille pour cette invitation à venir effectivement, comme vous le disiez très bien, partager essentiellement des connaissances mais aussi une passion qui est née pour moi pour cet art pariétal paléolithique il y a environ 30 ans, à la vue en 1995, pour la première fois dans ma vie, d'une œuvre comme ça, gravée sur une paroi par de très lointains ancêtres chasseurs-collecteurs de l'époque du Paléolithique. Alors je précise juste par rapport à tout ce que vous avez dit, merci beaucoup pour cette présentation, qui je suis mais aussi qui je ne suis pas, parce qu'effectivement mon métier de journaliste scientifique spécialisé de toutes ces questions m'a conduit à visiter de nombreux sites en compagnie des spécialistes qui les étudient, et c'est le cas en particulier pour des grottes très célèbres et aujourd'hui inaccessibles que sont la grotte Chauvet en Ardèche, découverte en 1994, la grotte de Lascaux en Dordogne et bien d'autres. Mais par contre, je ne suis moi-même pas producteur de connaissances. C'est-à-dire que je n'étudie pas moi-même ces sites. Et donc, dans mes conférences, comme aujourd'hui, dans mes ouvrages, dans mes articles, je fais vraiment un partage de travail, de connaissances qui ont été acquises par des spécialistes. Et c'est à eux vraiment que, tout d'abord, j'aimerais adresser un véritable hommage et aussi mes remerciements parce qu'ils m'ouvrent toujours les portes des lieux qu'ils étudient et ils partagent leur savoir. Et ces savoirs sont vraiment précieux. Et pour le coup, les cordonniers étant les plus mal chaussés ou les journalistes marseillais les plus mal servis, la grotte Cosquer est la seule, en fait, parmi toutes les cavités sur lesquelles j'écris des articles et des livres que je n'ai pas visités. Et là, la conférence se termine. Désolé, vraiment. Et alors, je ne me justifie pas, mais je vous explique tout de suite d'abord pourquoi je n'y suis pas allé. C'est parce que, tout d'abord, la grotte Cosquer est d'un accès extrêmement difficile, extrêmement complexe, voire périlleux, et seules quelques personnes, femmes, hommes, très peu, environ une cinquantaine d'êtres humains de l'époque moderne, depuis la découverte, en tout cas la révélation des peintures en 1991, sont allés dans la grotte Cosquer. Il y a actuellement une équipe scientifique qui travaille dans la grotte Cosquer. Ils sont très peu nombreux. Pourquoi ? Parce que le niveau de plongée qu'il faut avoir acquis pour pouvoir visiter cette cavité, les risques néanmoins, parce que ce sont des gens, des scientifiques qui prennent aussi des risques physiques en allant dans cette cavité, font que l'accès de la grotte Cosquer est vraiment très réservé. Donc voilà, je précise tout de suite, et je le dis très sincèrement, que je n'ai pas visité cet endroit, mais je pense que à travers les connaissances que j'ai acquises auprès de ces spécialistes, les informations que je partage permettent tout de même d'avoir une conférence qui, à mon avis, va vous intéresser. J'espère que vous apprendrez des choses. Donc effectivement, moi, ce que je vous propose cet après-midi, on a un petit peu de temps devant nous. Nathalie sait déjà que je parle beaucoup et que quand je pars sur ces sujets-là, je suis presque intarissable. On va faire un voyage ensemble à la découverte de ce site, cette grotte tout à fait extraordinaire, hors du commun, qu'est la grotte Cosquer. On a la chance qu'elle fasse partie du territoire marseillais, puisque vous savez qu'elle est située non pas sur la commune de Cassis, comme l'office de tourisme de Cassis à une époque voulait un peu le faire croire, mais qu'elle est bien située dans le 9e arrondissement de la ville de Marseille. Le Cap Morjou est situé dans le 9e arrondissement de la ville de Marseille. On va découvrir ce site, et à travers ce site, bien sûr, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, peut-être mieux connaître les gens, les humains, les homo sapiens, qui étaient derrière le trait du graveur, derrière le trait du peintre. Et pour cela, comme je le fais dans toutes mes conférences, quel que soit le site, je vais commencer par faire une brève introduction, je vais essayer de la faire la plus brève possible, pour que vous sachiez quand même de qui on parle, de quelle culture humaine on parle quand on parle des gens qui ont fréquenté la grotte Cosquer il y a entre moins 33 000 et moins 19 000 ans. La grotte Cosquer a été fréquentée pendant 14 000 ans, c'est très long, lors d'une période qu'on appelle le Paléolithique supérieur. Sur ce graphique,
Les noms sont écrits un peu en petit, mais c'est pas grave, ce que je voulais juste vous montrer, parce que ça vous montre tout le tableau de l'évolution humaine depuis les premières formes de ce qu'on appelle les hominines, il y a environ 7 millions d'années, c'est-à-dire à partir de la séparation de l'embranchement des grands singes et ce qui allait donner ensuite les espèces humaines. On est ici en haut à gauche, avec Sahelanthropus tchadensis. Et ici, en bas à droite, on a un tout petit ovale ici, orange, qui est Homo sapiens. Moi, ce que je voulais vous montrer rapidement, c'est ce graphique pour que vous voyez que Homo sapiens, c'est une toute petite partie de l'histoire, de l'évolution des hominines au sens large, qui débute il y a relativement peu de temps à l'échelle de tous ces millions d'années, puisque notre espèce est apparue il y a environ 300 000 ans en Afrique, mais que par contre, tout ce qu'on va dire cet après-midi ne concerne que cette espèce, Homo sapiens, puisque en particulier, c'est la seule qui, après avoir quitté le berceau africain, a réalisé ce qu'on appelle, vous le disiez très bien, l'art pariétal paléolithique, c'est-à-dire des figures à la fois abstraites mais aussi figuratives qui représentent en particulier des animaux, qui est une caractéristique propre à notre espèce Homo sapiens. Donc à partir de ce berceau africain, Homo sapiens a quitté l'Afrique il y a environ entre 80 000 et 100 000 ans. Ce sont les flèches rouges que l'on voit sur cette planisphère, pour arriver en Europe occidentale, puisque tout ce qu'on va raconter concerne aussi l'Eurasie et plus spécifiquement l'Europe occidentale. Pour arriver en Europe, il y a environ 45 000 ans. Les premières traces de présence de notre espèce, Homo sapiens, en Europe remontent à 45 000 ans. Et la présence sur le territoire actuel français de cette espèce est avérée aux alentours de 40 000 ans. On parle en années désormais avant le présent et non plus avant Jésus-Christ, qui était un peu une nomenclature qu'on utilisait précédemment, mais qui n'est plus en vigueur. Dernière chose aussi à vous rappeler, aujourd'hui, vous savez qu'il y a 8 milliards d'êtres humains qui peuplent la planète, qui sont tous des Homo sapiens, mais ça n'a pas toujours été le cas. Notre espèce a parfois cohabité sur certains territoires, en Eurasie, en Afrique, avec d'autres espèces humaines que la sienne, mais c'est désormais terminé depuis environ 25 000 à 30 000 ans, qui est la date de disparition de la dernière espèce humaine non sapiens, qui sont les humains de Néandertal, Homo néandertalensis. Donc comme je vous ai dit, Homo sapiens, nos ancêtres, arrivent en Europe occidentale il y a 45 000 ans, et évidemment ils découvrent des paysages, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, qui n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, en particulier parce qu'on est à cette époque-là en pleine période glaciaire. Vous savez que les cycles du climat de la planète, indépendamment de toute action humaine, qu'on appelle anthropique, passent par des phases de période glaciaire et de période interglaciaire. Actuellement, nous sommes dans une phase interglaciaire avec des températures plus tempérées, plus agréables, mais à l'époque, donc il y a 40 000 ans, 30 000 ans, 20 000 ans, on est en période glaciaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des températures moyennes à la surface de la planète plus basses qu'aujourd'hui, de 5 à 6 degrés en moyenne. Il y a des variations aussi, il y a des fluctuations. Résultat, comme vous l'avez très bien dit, on a énormément d'eau qui est stockée dans les calottes sur les deux pôles de la planète et dans d'immenses glaciers qui redescendent, comme vous le voyez, depuis le pôle Nord jusqu'au sud de la Grande-Bretagne actuelle. C'est le trait blanc que vous voyez ici. Et comme on a énormément d'eau stockée dans les glaciers, qu'est-ce qui se passe? Un peu comme quand on vide une baignoire, eh bien, le niveau marin est beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Le niveau de la mer, que ce soit Méditerranée, Atlantique, Pacifique, est jusqu'à 130 mètres plus bas que de nos jours. On va à pied à l'époque du Vieux-Port, d'ici même où on est au centre-bourse, jusqu'au Frioul. Le littoral de la Méditerranée est situé à près d'une dizaine de kilomètres du trait de côte actuel. Vous voyez le phare de Planier qu'on voit au loin, comme ça, quand on regarde le golfe du Lion, le littoral marseillais, provençal à l'époque, est situé au niveau du phare du Planier. Ces gens, Homo sapiens, sont des chasseurs-collecteurs, chasseuses-collecteuses. Il y a bien des hommes, des femmes et des enfants. On va essayer d'oublier les termes très convenus d'hommes des cavernes, par exemple. D'abord, il y avait des humains, il n'y avait pas que des hommes, et puis ils ne vivaient pas dans les cavernes. Au contraire, ils vivaient dans des campements. Je vous en ai ici représenté, grâce à mon ami le très talentueux illustrateur Gilles Tosello, une représentation de ce qu'a pu être un campement de chasseurs-collecteurs. Donc, ils sont situés plutôt au pied de falaises rocheuses, dans ce qu'on appelle des abris sous roche, tout simplement pour se protéger des grands froids, plutôt orientés vers le sud. Et ces gens donc, ont une économie basée sur la chasse, la pêche,
la pêche en milieu littoral en particulier. On va en avoir des preuves dans la grotte Cosquer avec des représentations d'animaux marins. Et puis, la collecte aussi de très nombreuses ressources de cet environnement. On découvre de plus en plus que ce n'était pas seulement des mangeurs de viande, mais aussi qu'ils avaient un régime alimentaire très diversifié, en particulier à base de céréales sauvages, bien sûr graminées, qui ne sont pas encore des céréales cultivées, puisque l'agriculture et l'élevage ne sont pas encore apparus, ils apparaîtront beaucoup plus tard, mais ils collectent dans l'environnement énormément des ressources dont ils ont besoin. Donc la chasse est évidemment une pratique prédominante qui va leur permettre d'acquérir, d'accéder à des protéines animales à travers en particulier des mammifères qui sont chassés, des herbivores essentiellement, des rennes, chevaux, bisons, bouquetins. On connaît leur régime alimentaire sur la base de l'étude de restes de faune qui ont été retrouvés sur les campements, donc des restes alimentaires. Et donc on a ici une représentation, toujours par Gilles Tosello, d'un groupe de chasseurs qui utilisent, je ne sais pas si on le voit à l'écran, un outil, un ustensile de chasse très ingénieux qui a été inventé il y a environ 20 000 ans, qu'on appelle un propulseur, et qui permet de décupler la force du lancer d'une sagaie pour pouvoir transpercer plus facilement le cuir des animaux. Et donc on a ici sur l'image la représentation d'un troupeau de rennes, puisque ce sont essentiellement dans de nombreuses périodes du Paléolithique supérieur des chasseurs et des chasseuses de rennes. À quoi ressemblent ces gens ? D'abord, ce sont des Homo sapiens, comme vous et moi, la même espèce, biologiquement. On pourrait ne pas les reconnaître si on les croisait aujourd'hui, évidemment, s'ils étaient habillés comme vous et moi. Donc, anatomiquement, très proches de nous, et ils sont même, c'est un peu une surprise, plus grands en moyenne que les humains de 2025. Ce sont des gens grands, robustes, élancés, très adaptés évidemment à la vie qu'ils mènent, en particulier la chasse et la collecte des ressources. Ça, c'est une représentation que vous verrez ou que vous avez déjà vue pour ceux qui ont visité la réplique Cosquer Méditerranée d'une femme de cette période du Paléolithique supérieur. La peau est noire, et ça c'est attesté également par la paléogénomique, c'est-à-dire l'étude de l'ADN qui a été extrait de certains fossiles humains datant de cette période. Je vous ai montré madame, voici monsieur. Donc, alors ça, c'est voilà, quelqu'un qui aurait très bien pu vivre dans les environs de la grotte Cosquer à l'époque de sa fréquentation, puisque c'est une reconstitution à partir d'un squelette qui a été retrouvé dans une grotte située près de Menton, près de la frontière italienne. Donc on est tout à fait dans la même zone culturelle et géographique que la grotte Cosquer. On voit aussi sur cette image qu'il y a de nombreuses parures. Vous voyez ces perles, ces colliers, cette coiffe que porte ce personnage. Ça nous dit que c'était des sociétés extrêmement élaborées, avec une recherche de l'esthétique et du symbolique très avancée. On est très loin, comme vous le voyez, de l'image d'être un peu hirsute, semi-sauvage, qui ne pensait qu'à la survie, pas du tout. C'est des gens qui ont déjà des sociétés très structurées, très élaborées. Comme l'a dit Nathalie gentiment, j'ai écrit un livre sur les enfants et j'essaie toujours de montrer les sociétés humaines de cette période dans leur diversité, dans leur totalité, c'est-à-dire des hommes, des femmes et des enfants. Et voici par Maria Lescano, une collègue illustratrice espagnole, qui a illustré mon dernier livre, la représentation de ce qu'a pu être un enfant d'une douzaine d'années de cette période du Paléolithique supérieur, toujours avec ses parures très riches. Et on connaît l'existence de ces parures, on y reviendra essentiellement par les sépultures qui nous sont parvenues de cette période, puisque ce sont aussi des gens qui pratiquent des formes d'inhumation, de sépulture de certains de leurs proches, et dans ce qu'on peut considérer comme des tombes, puisqu'il y a des fosses qui ont été intentionnellement creusées, les corps des défunts, femmes, hommes ou enfants, et parfois femmes et enfants réunis, et des analyses d'ADN ont montré que parfois une femme a été mise en terre avec son ou ses propres enfants. Eh bien, ces sépultures montrent aussi de très nombreux objets, des outils, des armes, peut-être qui ont appartenu aux défunts, qu'ils soient femmes ou hommes, je le précise bien, et ces fameuses parures. Et les corps sont souvent recouverts d'ocre, comme on le voit ici, donc sur le crâne de ce squelette féminin, qui date d'il y a environ 20 000 ans et qui a été retrouvé dans une grotte en Italie, proche de Menton, comme je vous le disais, proche de celle que je vous ai montrée à l'instant, la grotte du Caviglione.
Est-ce que Oui. juste avant de continuer, de poursuivre, Oui. donc là on vient de voir quand même qu'on balaye un certain nombre de préjugés qu'on peut avoir sur ce qu'on appelle communément les hommes des cavernes, mais on voit qu'ils ont plutôt c'est plutôt une civilisation qui est quand même Tout à fait. avancée, une culture avec des hommes, des femmes qui sont bien plus grands que ce qu'on pouvait imaginer. Avec aussi au niveau des rites funéraires une certaine spiritualité. Est-ce qu'on pourrait dire ça de cette civilisation qui nous a précédés, notamment par tout ce qui est beauté et art de mettre les morts, enfin comme on peut le retrouver d'ailleurs en Égypte antique, avec cet embaumement des morts. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce qui est clair, c'est qu'il y a des gestes de nature funéraire qui sont réalisés et qui impliquent effectivement plusieurs choses. Tout d'abord, un affect, un lien affectif qui lie les gens qui réalisent ces gestes avec la personne qui a disparu. On ne met pas quelqu'un en terre en recouvrant la fosse, on ne l'accompagne pas de tous ces objets, de toutes ces parures, s'il n'y a pas une relation affective, fraternelle, filiale, qui nous lie aux défunts. L'autre chose que ça sous-entend, même si on n'en a pas de preuve absolue, parce que je vous rappelle qu'on est dans le cas de sociétés absolument sans écriture, donc il ne nous est rien parvenu d'autres documents que les traces matérielles de leur existence et de leur production d'outils, d'objets, d'art et ainsi de suite. Néanmoins, ce qu'on peut quand même supposer, c'est que le fait de placer quelqu'un dans ce qu'on appelle aujourd'hui une sépulture sous-entend l'idée, la pensée qu'il peut se passer quelque chose encore après la disparition physique de la personne. On est quand même dans des gestes qui font penser effectivement à une spiritualité, peut-être à une croyance dans un au-delà après la vie physique, même si en disant ça, je dois prendre les pincettes nécessaires parce qu'on n'en a pas la preuve définitive. C'est plutôt une sorte de raisonnement un petit peu par l'absurde. On imagine mal de réaliser de telles pratiques si on ne pense pas qu'il va éventuellement se passer quelque chose après la mort. Alors ce qu'il faut dire aussi sur ces sépultures, c'est qu'elles nous sont parvenues en nombre relativement faible, bien sûr, pour deux raisons. On en connaît une centaine à peu près pour tout le paléolithique supérieur. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, à l'époque, de toute manière, il n'y a pas grand monde. C'est-à-dire qu'on est évidemment très loin de la démographie actuelle. On parle de quelques dizaines de milliers, peut-être, de personnes, de chasseurs-collecteurs sur l'ensemble du continent. Par ailleurs, il y a beaucoup de temps qui a passé. Donc, il y a beaucoup de ces dépôts funéraires qui ont été détruits, abîmés par l'érosion ou autre. Il y en a peut-être encore qui sont quelque part, qu'on n'a pas encore trouvé. Et la dernière chose, c'est qu'on pense que peut-être tous les êtres humains de cette époque n'étaient pas concernés par ce type de pratique. Ça, on le pense quand même quand on observe certaines parures sur certains de ces corps qui ont nécessité des milliers d'heures de travail manuel, artisanal, pour les gens qui faisaient partie du groupe de la personne inhumée. Et on imagine mal que tous les membres d'un groupe aient bénéficié, entre guillemets, de ce type d'attention. Donc ce que ça nous fait peut-être penser, c'est des hypothèses qui sont émises, c'est qu'on est déjà aussi, comme vous le disiez très bien, face à des sociétés très élaborées d'un point de vue culturel, symbolique, artistique, de véritable culture, mais également avec déjà peut-être certaines, non pas inégalités, sociales ou économiques comme on les connaît aujourd'hui, mais peut-être des lignées, des familles qui se transmettent de manière héréditaire certains statuts sociaux qui font qu'au final, elles bénéficient aussi de ce type d'attention. Pour finir ce tour d'horizon, donc là on va commencer à se rapprocher de ce qu'on va voir dans la grotte Cosquer. Ce sont donc, comme je vous l'ai dit, des sociétés, des groupes humains de quelques petites centaines d'individus pour chaque campement qui pratiquent un art très élaboré. Il y a celui des grottes, dans lesquels on va entrer dans quelques minutes, mais il y a aussi un art qu'on appelle mobilier, c'est-à-dire qu'il est transportable, qui est un petit peu l'équivalent, allez, on va dire, si on fait une comparaison avec des religions d'aujourd'hui, parce que je pense que tout cela s'est déroulé aussi dans un cadre spirituel, même si on peut peut-être pas encore parler de religion comme à l'époque. Aujourd'hui, les croyants vont dans des temples, qui sont des endroits où on retrouve les grandes images de la liturgie de chacune des religions, mais ils ont aussi
chez eux, des petits objets plus petits qu'on peut aussi transporter quand on part en voyage ou qu'on a dans sa chambre à coucher, ainsi de suite. Il se passait un petit peu la même chose avec un art qu'on appelle mobilier, de tout petits objets finement gravés, finement sculptés, et qui représentent des motifs essentiellement animaliers, comme ici ce bison qui se lèche un petit peu le flanc, qu'on a retrouvé sur un site qu'on appelle la Madeleine en Dordogne, thème du bison qu'on va retrouver dans de nombreuses grottes ornées qui, elles, sont plutôt l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler des temples ou des sanctuaires, mais on va y revenir. Je vous ai montré tout à l'heure dans la main de ce chasseur un propulseur sur ce dessin. Ben là, c'est l'image donc d'un de ces propulseurs sculptés. Et vous voyez que c'est à la fois un outil, comme je vous l'ai dit, un outil de chasse, mais qui est également un outil peut-être de prestige, parce que son élaboration extrêmement fine, la sculpture, la gravure très fine qui a été réalisée ici pour représenter ce faon avec la tête retournée vers l'arrière, dénote une très grande capacité, qualité artistique et esthétique, et qui n'est pas en fait nécessaire à l'efficacité de l'outil, du propulseur. Donc vous voyez que le caractère utilitaire de l'objet et son caractère très symbolique, très raffiné, très esthétique, viennent ici se superposer. C'est des gens qui ont également une statuaire, on a retrouvé des statues, des figurines animalières, mais aussi anthropomorphes, c'est-à-dire représentant des figures humaines, comme ici ces représentations de femmes, plutôt souvent aux formes relativement généreuses, parfois sans visage, parfois avec des yeux très fins, des yeux comme un petit peu vides. Il semble qu'il y ait eu quelque chose autour de la représentation humaine très particulière, qu'on ne trouve pas dans la représentation animalière, qui est toujours extrêmement précise, extrêmement presque photographique, alors que les représentations humaines sont soit partielles, soit incomplètes, et que les visages sont extrêmement rarement représentés. Ce qui nous renvoie peut-être à des tabous, des croyances, des styles, des cadres graphiques auxquels les artistes devaient en tout cas se soumettre, puisqu'on les retrouve sur toute une très longue durée de 25 000 ans, puisque l'art pariétal paléolithique a duré 25 000 ans. Enfin, ce sont des gens qui pratiquent de la musique, on en a la preuve à travers la découverte d'instruments de musique, des flûtes, des conches marines qui ont été volontairement percées de trous pour produire des sons quand on souffle dedans. Donc ici, on a une flûte découverte dans une grotte au Pays Basque, absolument magnifique, qui s'appelle Isturitz, et dont on sait qu'elle a été utilisée comme instrument de musique. Et dans cette même grotte d'Isturitz, des dizaines de stalactites et de stalagmites, comme celle-ci, ont été impactées à la période paléolithique par des impacts avec des pierres, des stalactites de diamètres différents, et presque quasiment la seule hypothèse pour expliquer cela, c'est qu'on ait voulu produire des sons, des notes différentes en fonction du diamètre des stalactites pour produire tout simplement de la musique, peut-être qu'accompagnée des rites et des danses. L'art pariétal paléolithique, donc, comme vous l'avez très bien dit, est essentiellement un art souterrain. C'est un art qui a été réalisé dans des grottes, dans des cavités. C'est ce qui permet d'ailleurs aujourd'hui qu'on le redécouvre parfois avec une telle splendeur que dans le cadre de la grotte Chauvet, Cosquer ou autre, parce que le temps qui a passé est resté complètement confiné dans ces espaces qui font qu'aujourd'hui, on retrouve parfois des sites avec des traces de passage encore de certains êtres humains à l'intérieur, qui évidemment seraient inenvisageables sur des sites en extérieur. C'est un art donc essentiellement franco-cantabrique. Tout ce qui est ici en vert, c'est plutôt les zones où se concentre l'art sur plaquettes, l'art mobilier, dont je vous ai montré quelques exemples. Mais les grottes ornées sont essentiellement dans le nord de l'Espagne, toute la chaîne pyrénéenne, de la Méditerranée au Pays Basque, tout le bassin aquitain au sens large, Lot, Dordogne, et ainsi de suite, et la vallée du Rhône, et avec donc depuis 1900, entre 85 et 91, la très fameuse grotte Cosquer. 2-3 images d'art pariétal avant de rentrer dans la grotte Cosquer. La première grotte ornée découverte, connue dans l'histoire récente, moderne, de notre espèce, la grotte d'Altamira en Espagne. Quelque chose qui me frappe, c'est qu'elle a été découverte donc en 1879 par une enfant de 8 ans, Maria de Sautuola, qui était la fille d'un érudit local qui lui fouillait plutôt le sol de la grotte, parce qu'à l'époque la science en préhistoire en était à ses premiers pas. Et c'est une petite fille de 8 ans qui est la première à l'ère moderne à avoir levé à nouveau son regard sur ces
très très belles peintures, donc ici des bisons polychromes de la grotte d'Altamira qui sont datés d'il y a environ 20 000 ans. La grotte de Lascaux en Dordogne, vous connaissez tous l'histoire, découverte donc en 1940, à nouveau par 4 adolescents. Quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est que beaucoup de ces grottes, qui ont d'ailleurs été fréquentées il y a 20 000 ans par des enfants, on le verra dans la grotte Cosquer, eh bien, ont été redécouvertes des millénaires plus tard, à l'ère moderne, par des adolescents ou par des enfants. Donc Lascaux, que pour le coup j'ai eu la chance de visiter 2 fois, c'est un sommet de l'art, tout simplement de l'art humain, avec des peintures absolument somptueuses d'un point de vue technique, de leur qualité d'exécution. C'est un art polychrome avec une vingtaine de teintes différentes qui ont été obtenues en mélangeant des pigments, en faisant cuire certains pigments de manière contrôlée, comme le font encore les ocriers dans le Vaucluse du côté de Roussillon et de Gargas. Ce qui est incroyable, c'est que ces peintures et ces représentations datent de plus de 20 000 ans. Tout à fait. Et qu'elles se sont conservées dans... Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Jacques Collignas-Girard, qui est un préhistorien, chercheur marseillais, qui a eu la chance, lui, de travailler dans la grotte Cosquer. Il emploie, je trouve qu'il a trouvé la plus belle formule pour désigner ces endroits, c'est des bulles de mémoire. C'est-à-dire que c'est des endroits qui sont restés figés complètement dans le temps, avec des critères, des conditions de conservation qui sont un petit peu celles qu'on recherche dans les musées, le Louvre et autres, avec une hygrométrie, une température qui sont toujours les mêmes, stables, et ça c'est ce que permet le milieu souterrain, parfois des porches d'origine qui se sont effondrés, qui font que du coup c'est resté occulté pendant des millénaires. Il y en a certainement d'autres encore à l'intérieur des karstes et des falaises qu'on n'a pas encore trouvées, qui fait que quand on rentre dans Lascaux en 1940, quand on rentre dans la grotte Chauvet en 1994, eh bien, les préhistoriens, les chercheurs, les spéléologues qui font les découvertes ont vraiment l'impression que les artistes viennent de quitter la grotte par l'autre bout, tellement les pigments parfois sont d'une fraîcheur absolue. C'est le cas dans la grotte Chauvet, ici en Ardèche, donc découverte en décembre 1994. On en a fêté le 30e anniversaire de la découverte tout récemment. Donc, autre grotte que j'ai eu la chance de voir. Je me suis approché à quelques centimètres des chevaux de l'incroyable panneau des chevaux. Le pigment est frais, c'est-à-dire que le pigment brille encore, parce qu'il est resté humide depuis 37 000 ans. Alors, il y a des petites variations quand même d'hygrométrie, de température, mais qui sont quand même extrêmement limitées par le milieu souterrain. Et effectivement, tout ça, ça fait qu'on a l'impression que ces lieux n'ont absolument pas bougé, alors qu'effectivement, il y a 20 000 ans qui ont passé. Je me demande, par exemple, dans quel état sera la Joconde dans 36 000 ans. Là, on parle de peintures, de dessins qui ont 36 000 ans. Enfin, il faut quand même voir ce que c'est. J'espère que toutes les œuvres conservées aujourd'hui dans ces musées seront encore dans cet état-là dans 36 000 ans. On ne sera plus là pour vérifier. Donc là, nous allons passer à la... Comme vous voyez, comme vous avez vu, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit peu long, mais maintenant, je pense que c'était important que vous sachiez de quel type de société on va parler maintenant qu'on va vraiment aller dans cette incroyable grotte Cosquer, parce que c'est des gens qui ont vécu exactement dans toute la période dont je vous ai parlé. Mais ce contexte était important pour qu'on comprenne bien comment on vivait à l'époque, la population qui était présente, etc. Donc maintenant, on va plonger. Tout à fait. 37 mètres. Voilà, mettez vos masques et vos tubas. Alors, en plus, le pire, c'est que je ne suis pas plongeur non plus. Donc, vraiment, j'aggrave mon cas. Moi, je fais de l'apnée. Je me mets un masque et puis je regarde les poissons qui me passent sous le nez. Et allez, je plonge à 2-3 mètres. Non, mais c'est vraiment une plongée extrêmement... Alors, bon, là, je pense qu'avec vous, il n'y a pas de souci. Mais quand je fais des conférences comme ça à des jeunes gens, m'arrive d'intervenir dans des collèges, dans des lycées, je leur dis toujours, bon, voilà, ne vous amusez pas à aller essayer d'explorer des trous sous l'eau, parce que bon, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire en sécurité, toujours accompagné par des moniteurs. C'est quand même des endroits qui peuvent être périlleux, et on va le voir d'ailleurs avec la grotte Cosquer. Donc là, évidemment, on va faire ce petit saut d'abord de quelques kilomètres à peine dans les Calanques, avec cette vue aérienne très explicite du site. La grotte Cosquer, elle est ici, vous la voyez, dans cette ovale, alors qui n'est pas vraiment située au bout du cap Morgiou, qui est ici, mais plutôt à l'intérieur de ce qu'on appelle la pointe de la Voile, qui est l'autre promontoire du cap Morgiou, dessinant la anse, la petite calanque de la Triperie. La calanque de Sormiou, elle est ici derrière, là. Et ici, vous avez la calanque de Morgiou. Et donc la grotte Cosquer est située ici, à l'intérieur de la falaise, avec son entrée à
37 mètres de profondeur et évidemment la ville de Marseille ici au second plan. Vous savez que c'est une grotte donc, qui est située actuellement au cœur d'un parc national, 11e parc national français, le parc national des Calanques, et comme je vous le disais, dans le 9e arrondissement de la ville de Marseille. À l'époque, évidemment, comme je vous l'ai dit, le décor n'est pas du tout le même. Maintenant que vous le savez, le niveau marin est beaucoup plus bas. Et donc ces falaises, qui sont ici un petit peu représentées sur cette vue d'artiste, il n'y a pas la mer qui vient jusqu'ici comme aujourd'hui, à peu près, ici. Ça, c'est l'entrée d'origine qu'on a représentée sur ce dessin. Mais évidemment, au pied de ces falaises, comme la mer est beaucoup plus loin, on a une plaine, ce qu'on appelle une plaine continentale, sur laquelle les humains de l'époque trouvent des ressources alimentaires, cerf mégacéros. Alors le renne, lui, n'est pas présent dans la région, des chevaux qui vont chasser. Alors pour eux, c'est vraiment une sorte de petit paradis, peut-être comme toujours aujourd'hui, cette côte provençale de l'époque, parce qu'il y a 3 biotopes, 3 écosystèmes qui sont réunis quasiment au même endroit. Cette plaine, avec donc ces herbivores qui peuvent être chassés, bisons, cerfs et chevaux. Le milieu semi-montagneux qui est ici au-dessus, dans lequel ils vont trouver par exemple des bouquetins, et on a des restes alimentaires de bouquetins dans des sites d'habitat, non pas liés à la grotte Cosquer parce qu'ils ont été noyés. Et puis un petit peu plus loin, il y a la mer, il y a le littoral. Alors ça, on a très peu de sites d'habitat qui nous sont parvenus, tout simplement parce que, comme vous le disiez très bien, il y a 9000 ans, la mer a commencé à remonter à la fin de la dernière période glaciaire, et tous les sites où vivaient ces gens-là se sont retrouvés noyés sous l'eau, mais il est fort à parier que si on avait retrouvé ces sites d'habitat, on aurait retrouvé par exemple des restes alimentaires liés aux ressources marines, coquilles de coquillages, et puis aussi pingouins, phoques qu'ils chassaient, et dont on a retrouvé les images dans la cavité. La pointe de la voile, donc maintenant on va passer sous l'eau. Comme vous le disiez tout à l'heure, donc la découverte se fait en plusieurs temps. À partir de 1985, donc Henri Cosquer, qui est un plongeur scaphandrier professionnel, qui est aussi propriétaire d'un club de plongée, le Centre Cassidin de plongée sur le port de Cassis, commence à explorer un boyau dont l'entrée lui a été indiquée vraisemblablement par des corailleurs, des gens qui cherchent du corail à l'époque. Et donc l'entrée comme ça est un petit peu connue, mais Henri Cosquer est le premier à commencer à l'explorer, à tenter de remonter à l'intérieur de ce boyau. Il va faire plusieurs tentatives en ayant tout de suite la perception que le boyau remontant à l'intérieur de la falaise, il n'est pas impossible qu'au bout du boyau, s'il est suffisamment long, eh bien, ils reviennent jusqu'au niveau zéro de la mer Méditerranée et qu'il accède ainsi à la partie émergée d'une cavité. Et ça va être le cas quelques années plus tard, lors de l'été 1990, en compagnie d'un plongeur spéléo belge qui s'appelle Mark Van Espen. Henri Cosquer va rentrer à l'intérieur de la partie aérienne émergée de la cavité qui se trouve donc vraiment très profondément à l'intérieur de la falaise, et ils vont faire comme ça une première exploration à pied, à la lueur des lampes torches, avec quand même toujours en tête l'idée de repartir suffisamment tôt avec la quantité d'oxygène dans les bouteilles, le niveau de pile dans les torches électriques, en sachant très bien que s'il leur arrive quelque chose à cet endroit-là, et ça sera toujours le cas plus tard concernant les incursions, les explorations de la grotte Cosquer, évidemment cela peut être très dangereux. Lors de cette première exploration, ils ne voient pas les peintures, et c'est les gravures et les dessins. Voici donc une image d'Henri Cosquer à l'intérieur de la grotte qui porte son nom, donc datant à peu près des années de la découverte et de l'exploration de son art pariétal. Voici une photo de Mark Van Espen dont je vous ai parlé à l'instant, qui est celui qui va dérouler le fil d'Ariane et l'installer, fil d'Ariane qui va permettre l'entrée et la ressortie de cette grotte en sécurité. Et l'été suivant, on est au mois de juillet 1991, Henri Cosquer, qui cette fois-ci n'a qu'une envie, c'est de retourner explorer cette cavité. Il retourne cette fois avec 3 autres plongeurs qui sont des moniteurs de son club, le Centre Cassidin de plongée, qui sont Sandrine Cosquer, sa nièce, Yann Gauguin ici au centre, et perché sur le toit du bateau, qui s'appelle le Cro-Magnon, le bateau d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, ce qui est un hasard tout à fait étonnant. C'est un bateau qui s'appelle le Cro-Magnon, qui a permis d'accéder aux plongées dans la grotte Cosquer, qui elle-même a été fréquentée par des humains qu'on appelait les hommes de Cro-Magnon. Et donc Pascal Auriol ici sur le sommet du bateau. Et donc là on est le... Pardon. Juste une question pour le public.
Il me semblait que c'était essentiellement Henri Cosquer qui avait découvert la grotte. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'en fait ils sont plusieurs? Parce que là ils sont à 4 sur le bateau. Alors, c'est Henri Cosquer qui est le principal découvreur de la grotte qui porte son nom, c'est-à-dire que sans Henri Cosquer, il n'y a pas de découverte de la grotte Cosquer, parce que c'est lui qui a l'idée, le courage physique aussi, tout d'abord d'explorer le boyau plusieurs fois, et puis ensuite d'explorer la grotte. Par contre, là je vous restitue la découverte dans sa réalité historique. Il a toujours été accompagné de personnes lors de ces explorations, y compris lors de la découverte de l'art pariétal en juillet 1991, pour une raison qui s'entend d'ailleurs, tout simplement liée à la sécurité. Les plongeurs spéléos savent très bien que ce type de plongée, d'exploration extrêmement périlleuse, doit toujours se faire accompagner. Et donc le 9 juillet 1991, c'est la révélation. Le groupe donc, de 4 plongeurs, Henri Cosquer et ses 3 collègues et moniteurs, découvrent, voient pour la première fois sur les parois de cette grotte cette image, celle d'une main, d'une empreinte de main dite négative. Alors là, on est en 1991. On connaît déjà ce type de figure dans l'art pariétal paléolithique. C'est une figure très fréquente dans les grottes ornées. Mais évidemment, pour ces 4 plongeurs, qui sont eux, par contre, pas des spécialistes de la préhistoire, c'est un choc, une émotion tout à fait unique. Ça se passe lors d'une plongée. Henri Cosquer, qui a eu la présence d'esprit d'amener un appareil photo, fait développer ensuite des diapos qui sont prises face à cette main négative. En développant les diapos et en les projetant avec ses collègues, il voit tout de suite déjà sur les images projetées ce qu'ils n'ont pas vu parce qu'ils sont dans le faisceau d'une torche, dans une grotte évidemment complètement plongée dans l'obscurité sur place. Ils voient d'autres images et donc ils y retournent tout au long du mois de juillet. Et au mois de juillet 1991, donc au cours de plusieurs plongée exploratoire, la bande des 4, comme il s'était appelé à l'époque, va faire la découverte de l'essentiel des figures de la grotte Cosquer visibles à l'œil nu. Parce qu'en fait, ce que vont montrer par la suite les recherches, c'est qu'il y a des dizaines et dizaines de figures qui sont beaucoup plus petites, gravées très finement et qu'on identifie parfois que sur les relevés 3D en les travaillant informatiquement de retour au laboratoire. Mais donc, ces premières semaines d'exploration vont révéler l'essentiel des figures, en particulier les plus spectaculaires, donc comme ce très beau panneau des chevaux en partie immergé. Donc ça, c'est un document vraiment important, historique, puisqu'on voit, prise par Sandrine Cosquer, les 3 autres découverts, dont évidemment Henri Cosquer ici au centre, Pascal Auriol et Yann Gauguin, devant le fameux panneau des chevaux sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard parce qu'il est un très bon marqueur, un très bon baromètre du niveau de l'eau à l'intérieur de la grotte Cosquer. Et donc, durant ces premières semaines, on est pendant l'été 1991, des figures animales, essentiellement gravures, quelques dessins, quelques peintures sont révélées, et aussi de nombreuses empreintes de mains négatives, puisque la première main que je vous ai montrée tout à l'heure, rouge, n'est pas la seule. Et aujourd'hui, en fait, la grotte Cosquer, avec plusieurs dizaines d'empreintes de mains négatives, est une des cavités paléolithiques les plus riches concernant ce motif. Donc il y en a des rouges, il y en a des noirs, et puis j'y reviendrai tout à l'heure, mais on voit tout de suite ici sur cette image que certaines mains présentent des doigts incomplets, avec des hypothèses sur le pourquoi de cette particularité. Donc c'est des empreintes de main qui ont été réalisées avec une technique qu'on appelle le pochoir, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait l'artiste, l'homme ou la femme, on sait qu'il y a des femmes aussi qui ont déposé l'empreinte de leurs mains, on le sait sur des critères de taille un petit peu des mains et de rapport de longueur entre les différents doigts, pose sa main sur la paroi, crache ou plutôt souffle dessus avec une sarbacane, un os évidé, du pigment, bioxyde de manganèse noir, ocre rouge, et puis évidemment en retirant la main, on obtient cette empreinte en négatif de la main. On verra plus tard qu'il y a une empreinte de main aussi de tout petit enfant. Tout de suite aussi la découverte d'animaux marins dans cette grotte lors de cet été 1991 par les découvreurs, avec beaucoup de questionnements déjà de leur part à l'époque sur la présence par exemple de pingouins dans une grotte dont ils ont compris qu'elle est très ancienne, voire préhistorique. Et la question des pingouins va aussi défrayer un peu la chronique parce qu'il y a des collègues
d'autres régions que Marseille, on va dire, qui trouvent un peu curieux qu'on ait découvert une grotte avec l'entrée sous le niveau marin, avec un bateau qui s'appelle le Cro-Magnon, par un plongeur du port de Cassis, et qu'à l'intérieur, on y trouve des phoques et des pingouins. Disons qu'en 1991, il y a eu un petit moment de flottement dans la communauté scientifique. Mais après, je vais vous dire qu'il y a eu des datations et que tout est rentré dans l'ordre. Mais c'est assez inédit, non, de trouver des pingouins, des animaux marins. Tout à fait. Donc, jusqu'à la découverte de la grotte Cosquer, on a dans les grottes paléolithiques, on en connaît environ 200 dans toute l'Europe, beaucoup d'animaux, énormément d'animaux, qui sont presque exclusivement des animaux terrestres, en gros, c'est-à-dire des mammifères, herbivores ou carnivores. Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'avait encore jamais découvert, avant la grotte Cosquer, de grottes ornées au paléolithique supérieur en contexte littoral. Or, en fait, les gens représentaient dans ces grottes les animaux de leur environnement. Alors, il y a quelques exemples de grottes où ils ont représenté des animaux dont on sait qu'ils n'existaient pas aux alentours. Peut-être qu'ils en avaient gardé la mémoire depuis d'autres territoires, mais c'est autre chose. Mais qu'en fait, ils aient représenté dans cette grotte qui était située à quelques kilomètres du littoral, où ils observaient tous les jours des phoques et des pingouins, ces espèces animales, en fait, c'est pas vraiment surprenant. Ce qui manquait à l'époque, en 91, c'était de découvrir une grotte dans ce type de milieu. Alors, il va se passer quelque chose le 1er septembre 1991. Rappelez-vous, pendant tout l'été, il y a ces explorations, il y a ces découvertes, un peu cette euphorie de cette nouveauté. Et puis, il y a un accident de plongée qui coûte la vie à 3 plongeurs le 1er septembre 1991. 3 plongeurs qui ne sont pas liés à l'équipe qui explore la cavité. C'est un accident de plongée extrêmement dramatique et tragique qui conduit d'abord à une opération de sauvetage. Malheureusement, mais il n'y a plus personne à sauver puisque les personnes sont décédées. Il y a un seul plongeur qui en réchappe, celui qui donne l'alerte. Et le 3 septembre 1991, donc Henri Cosquer fait au Fort Saint-Jean, à 2 pas d'ici, à l'époque, puisqu'il est situé au Fort Saint-Jean, au DRASM, la Direction régionale des affaires sous-marines, la déclaration de la découverte de la grotte qui porte donc depuis son nom, la grotte Cosquer. Actuellement, ce service de l'État est situé du côté de l'Estac. Et donc, dès la fin du mois de septembre 1991, les choses vont assez vite. Une première mission, non pas encore d'étude, mais c'est plutôt une mission d'authentification de la grotte Cosquer, est organisée sous l'égide du ministère de la Culture. Y participe donc Henri Cosquer, ici sur la droite. Sur la gauche, on a le fondateur de la COMEX, le capitaine d'un navire qui s'appelle l'Archéonaute, qui est un navire spécialement dédié à la recherche en archéologie sous-marine. Et donc là, on est vraiment devant la pointe de la voile avec l'entrée de la grotte Cosquer située à 37 mètres de profondeur, donc, puisque le trou d'entrée que je vous ai montré tout à l'heure, il est situé à 37 mètres de profondeur. Et on a donc, avec son t-shirt vert, là, monsieur Jean Courtin, qui est un préhistorien, grand spécialiste provençal, hein, il vit toujours aujourd'hui dans le Var, il a longtemps travaillé à Marseille, donc qui à l'époque a la lourde charge d'authentifier la grotte Cosquer, c'est-à-dire de l'explorer en compagnie du découvreur Henri Cosquer et de dire si oui ou non on est face à un site qui a été fréquenté il y a des dizaines de milliers d'années, de factures paléolithiques ou pas. Parce que la question peut toujours se poser face à une découverte aussi fabuleuse. Il y a eu quelques exemples dans l'histoire d'un possible faux, même si déjà sur la base de photos, Jean Courtin et son collègue Jean Clotte, avec qui il va écrire un premier livre scientifique sur la grotte Cosquer, sont quasiment persuadés qu'il s'agit bien d'un art paléolithique très ancien. Pourquoi ? Parce que de nombreuses figures, et ça on le voit déjà sur les photos, et ça va se confirmer lors de ces missions d'authentification, certaines figures sont recouvertes d'une croûte de calcite, parfois assez épaisse, et ça signe le passage du temps, parce que c'est quelque chose qui ne se dépose pas en quelques semaines. Il faut des siècles, voire des millénaires, pour que de la calcite vienne se recouvrir comme ça, de manière extrêmement épaisse, comme par endroits dans la grotte, certaines figures. Et donc, Jean Courtin, tout de suite, est persuadé qu'on est face à une découverte absolument fabuleuse. La première grotte ornée paléolithique dont l'entrée se situe sous le niveau marin. C'est toujours le cas aujourd'hui, on n'en a pas trouvé d'autres depuis. Et il va faire d'autres découvertes fantastiques au-delà
de ce qu'on voit sur les parois. Ce sont des objets qu'ils découvrent sur les sols, dont ils prélèvent certains, mais d'autres sont toujours en place à l'intérieur de la cavité. Des silex, dont certains ont vraisemblablement servi à graver certains des dessins qu'on retrouve sur les parois. Et puis, ils découvrent aussi, ce qu'avaient vu déjà les premiers découvreurs, des traces de charbon qui ont servi à éclairer la cavité pendant les fréquentations humaines. Et ce charbon est très important parce qu'il va permettre les premières datations grâce à la technique du radiocarbone, qui bien sûr est déjà bien maîtrisée et connue dans les années 1990. Ça va permettre de dater le passage des humains lors du Paléolithique supérieur. Et donc en date, qu'on dit aujourd'hui calibrée, ce n'était pas tout à fait les mêmes dans les années 90, mais peu importe, les analyses de charbon montrent que cette grotte, comme je vous le disais tout à l'heure, a été fréquentée pendant une très longue durée, à partir de 33 000 ans avant le présent, lors d'une période du Paléolithique supérieur qu'on appelle le Gravétien, 4 périodes culturelles qui se succèdent, jusqu'à 19 000 ans avant le présent, donc 33 moins 19, 14. Ça veut dire que pendant 14 000 ans, 14 millénaires, 140 siècles, des gens sont allés ponctuellement, pas tous les jours, mais de manière régulière, réaliser à peu près toujours les mêmes gestes, réaliser donc des dessins, des gravures, des peintures animalières, les représentations humaines que sont les empreintes de mains négatives. Ils ont aussi prélevé certains pigments blancs dont je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et quand même vous dire, voilà, la durée extrêmement longue de fréquentation, ce qui veut aussi dire que pendant 14 000 ans, des gens ont vécu dans cet environnement des calanques et dans ces biotopes très particuliers qu'étaient les calanques à l'époque. Je vous montre quelques images de la recherche qui s'est déroulée et qui se déroule encore dans cette grotte Cosquer, dans des conditions extrêmement difficiles, périlleuses, on l'a vu. C'est des plongées qui se préparent en amont, pour laquelle il y a aussi une préparation mentale, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans la grotte Cosquer comme voilà, on prend l'ascenseur. Quand on est à l'intérieur, c'est extrêmement exigeant pour les organismes, c'est exigeant pour le matériel. Et donc il y a plusieurs générations maintenant, puisque depuis 1992-93 date des premières missions scientifiques, l'année qui a suivi la découverte et l'authentification. Ben, on en est déjà à la 2e ou 3e génération de scientifiques qui étudient cette cavité, qui la conservent aussi, qui la surveillent, toujours dans des conditions, comme je vous le disais, extrêmement difficiles. Donc voilà, ça c'est une image qui vous montre comment parfois on est allongé, couché, sous une voûte avec un éclairage latéral si possible pour faire ressortir les traits gravés sur la paroi. Donc on peut citer les noms de Jean Courtin, qui est la personne qui a authentifié la grotte Cosquer, qui a fait à Cosquer ce qu'a fait l'abbé Breuil à Lascaux, par exemple, ou Jean Clotte dans la grotte Chauvet, 1994, parce que la grotte Chauvet en Ardèche est découverte 3 ans à peine après la grotte Cosquer dans les Calanques, donc Jean Courtin. Jean Clotte, qui a aussi travaillé avec Jean Courtin dans la grotte Cosquer au tout début des années 2000. Luc Vandrel, qui est un plongeur, archéologue qui a passé le plus de temps dans la grotte Cosquer avec son collègue Michel Olive. Et aujourd'hui, la grotte Cosquer est étudiée sous la direction d'un préhistorien qui s'appelle Cyril Montoya. Donc ici, une image un peu historique, avec à gauche Jean Courtin, au centre Jean Clotte et à droite Luc Vandrel, qui a accompagné beaucoup ces scientifiques et qui a lui-même étudié la cavité. Ça, c'est des photos qui ont été prises au tout début des années 2000. Voici des images plus récentes qui vous montrent aussi l'évolution du matériel. Donc c'est un matériel qui doit être introduit dans la cavité à chaque plongée et qui doit ensuite en être sorti, parce que les exigences de conservation font que les scientifiques n'ont pas le droit, pour ne pas détériorer le milieu, de laisser du matériel sur place, sauf quelques petits capteurs qui vont mesurer en permanence les niveaux de température, les niveaux de CO2 et ainsi de suite. Donc là, ce qu'on voit sur cette... Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps les chercheurs mettent, combien de temps on met entre l'entrée de la grotte pour remonter ce boyau, pour arriver jusqu'à la première salle? Je crois que c'est, comme je ne l'ai pas fait, mais je leur ai posé la question, je crois que c'est une vingtaine de minutes, c'est-à-dire qu'entre le moment de la mise à l'eau, il y a une plongée jusqu'à 37 mètres de profondeur. Et puis ensuite, il y a une remontée très lente, très prudente à l'intérieur de ce boyau, avec en particulier une contrainte qui est de palmer le plus proche possible du plafond du boyau et de ne pas
poser ces palmes sur le sol du boyau, qui est parfois très étroit, parce que le sol du boyau est recouvert, c'est ce qui a conduit d'ailleurs au décès des 3 malheureux plongeurs en septembre 1991, le sol est recouvert de sédiments extrêmement fins, qui sont des restes de calcite, de calcaire tombés des parois, qui sont déposés sur le sol du boyau. Et quand on palme dedans, l'eau devient complètement trouble et on perd toute visibilité, c'est-à-dire qu'on est complètement dans le... Donc ils y vont très lentement et donc il y a, je crois, à peu près une bonne quinzaine, voire une vingtaine de minutes pour arriver à l'intérieur. Les équipes sont limitées à 5-6 plongeurs maximum pour ne pas trop introduire de gaz carbonique lors de la respiration-expiration. Et la durée des missions à l'intérieur de la grotte Cosquer est limitée à 5 heures pendant 5 jours d'affilée. C'est très lié aux aléas météorologiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas plonger par tous les temps, parce que le niveau de houle, le niveau de vent fait que la plongée peut ou ne peut pas être réalisée. Et donc ce que me disait Luc Vanrel, qu'on voit ici sur la droite sur l'image, c'est que c'est vraiment la grotte Cosquer qui commande. C'est-à-dire que quand on l'étudie, on est pas à sa merci, mais on est à son service. Et que c'est la météorologie, c'est le site qui vous dit quand est-ce que vous pouvez y aller. Donc il faut toujours être prêt à pouvoir y aller. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement exigeant. Donc là, par exemple, ça vous montre, c'est une image qui vous montre l'amélioration du matériel. Ça, c'est un appareil qu'on voit ici sur cette photo, qui est tenu par Bertrand Chazali, donc qui est la spécialiste du relevé 3D, qui permet de réaliser un relevé, un enregistrement tridimensionnel par laser scanner. Il y a aussi des relevés par ce qu'on appelle la photogrammétrie qui sont faits. Donc et ces deux modes de traitement de relevé ont permis, à partir des années 2016-2017, il y a eu plusieurs étapes de relevé. On a fait dans la grotte Cosquer le premier relevé au laser dès 1994, financé par EDF, pour une première exposition organisée par la ville de Marseille avec ces relevés. Mais depuis, les méthodes se sont énormément améliorées. Donc ce sont de tout petits appareils comme celui-ci, parce que c'est pas gros, qu'on pose comme ça sur des trépieds, y compris dans l'eau, et qui enregistrent comme ça l'ensemble des volumes. Et ça permet, par exemple, d'étudier tout simplement la grotte quand on est de retour au laboratoire, mais aussi de réaliser les répliques comme celles qu'on visite actuellement à Cosquer Méditerranée. Voici Cyril Montoya, donc devant le fameux panneau des chevaux que je vous ai montré déjà tout à l'heure, pris en photo en 1990. Ça, c'est une photo beaucoup plus récente, puisque Cyril Montoya est celui qui actuellement supervise les travaux de l'équipe scientifique, où avec les gens sont souvent en de l'eau jusqu'à la taille. C'est vraiment extrêmement difficile et physique. Et donc moi, je rends toujours hommage non seulement à Henri Cosquer, aux équipes de découvreurs et à toutes les équipes scientifiques qui étudient le site, qui nous permettent aujourd'hui tout simplement de pouvoir en bénéficier quelque part, de pouvoir l'admirer à travers toutes ces images. Donc ça, c'est un plan de coupe à l'intérieur de la falaise qui vous montre l'accès à la grotte par ce boyau qui s'ouvre à 37 mètres de profondeur. Vous voyez que la partie émergée est une partie relativement petite de la grotte d'origine. Et puis on a un plan plus zénital qui vous montre un plan, une vue de haut de la grotte Cosquer avec essentiellement 2 salles. Ici la première salle et ici la deuxième, avec les différentes figures ornées qui sont réparties sur l'ensemble des parois. Donc c'est une grotte qui, d'une part, pour son bestiaire, est très cohérente avec ce qu'est l'art pariétal paléolithique, puisque même s'il y a quelques phoques et pingouins, il y a en fait essentiellement des animaux qu'on retrouve dans toutes les autres grottes ornées ou presque. Cheval, donc les chevaux sont majoritaires avec 84 figures, bouquetin, bison, cerf. Et en fait cette quadrature là, cheval, bouquetin, bison, cerf, en fait c'est les 4 animaux les plus fréquents dans l'art pariétal paléolithique de manière générale. Mais par contre, il y a aussi d'autres animaux, dont les phoques, avec 14 individus, et les pingouins, même s'ils ont beaucoup marqué les imaginaires à l'époque de la découverte, sont encore moins nombreux. Et puis il y a de nombreuses empreintes de mains, comme je vous le disais, 44 mains négatives noires d'adultes, 44 empreintes négatives rouges d'adultes, et des empreintes de mains positives d'enfants. Il y en a 3, donc il y a 3 empreintes dans la grotte Cosquer qui nous prouvent que non seulement des hommes et des femmes sont allés dans cette
cavité à l'époque paléolithique, mais que parfois ils y sont allés avec des enfants, et parfois des enfants en très bas âge, des enfants de 3 ou 4 ans, avec évidemment la question qu'on peut se poser, je vous en montrerai une image, du pourquoi de la présence de tout petits enfants, même pas en âge encore d'apprendre éventuellement à dessiner, parce qu'il y a une hypothèse qui est que tout simplement on amenait des enfants ou des adolescents pour qu'ils soient ensuite ceux qui allaient continuer à réaliser ce type de dessin. Rappelez-vous, 14 000 ans, il fallait bien qu'il y ait de la transmission de savoir et de connaissances. Quand on amène un enfant de 3 ans dans une grotte, c'est le cas aussi à Gargas dans les Pyrénées, c'est pas le Gargas du Vaucluse, une grotte qui s'appelle Gargas dans les Pyrénées où on a énormément d'empreintes de mains négatives aussi, on l'appelle le sanctuaire aux mains. Il y a des empreintes de mains de tout petits enfants, voire de bébés, avec quand même vraiment la question du pourquoi de la présence de ces enfants. Donc moi, ce que je vous propose pour finir, c'est qu'on se fasse un peu plaisir et qu'on soit plus dans la contemplation de ces très belles images. Et on va prendre les espèces animales par ordre d'apparition, par fréquence, en commençant par le cheval, puis le bouquetin, je crois, et ainsi de suite. Donc les chevaux, comme je vous l'ai dit, sont les plus nombreux. Il y en a 84, dont ce très célèbre et très beau panneau des chevaux, mais dont vous voyez, si vous le comparez aux images que je vous ai déjà montrées il y a quelques minutes, qu'il est parfois partiellement recouvert par l'eau, avec 2 des chevaux les plus bas sur ce panneau, qui peuvent avoir le museau ou les pattes ou le flanc en partie submergés. Et ce n'est pas le cas à d'autres moments dans la grotte Cosquer, et un petit peu plus tard, je vous expliquerai le pourquoi de ce phénomène des variations du niveau marin à l'intérieur de la cavité. Donc là, on est sur des dessins réalisés au charbon de bois, donc, ce qui ont permis les datations dont je vous parlais tout à l'heure. Les pigments de charbon étaient préparés sur place, dans les foyers dont on a retrouvé les restes tout à l'heure, qui servaient aussi à s'éclairer et à préparer des pigments. Est-ce que vous voyez ici cette image d'un bouquetin gravé avec sa tête ici, qui regarde vers la droite et ses grandes cornes ici, comme ça? Vous voyez sa tête ici? Voilà. Alors, c'est plus ou moins visible. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a certaines figures qui sautent aux yeux en quelque sorte parce qu'on est sur du noir sur fond blanc, mais qu'en fait la grotte Cosquer, c'est surtout, et c'est le cas de l'art pariétal paléolithique, une grotte à gravure. Il y a beaucoup plus de gravures que de dessins et de peintures, même si par un peu facilité de langage, on parle toujours de peinture préhistorique. En fait, il faudrait parler de gravures paléolithiques et qui évidemment sont beaucoup plus difficiles à lire, d'autant que autant ce bouquetin, si vous rapprochiez, vous le verriez bien. Parfois, c'est des palimpsestes de toutes petites gravures avec des superpositions de plusieurs figures animales entre elles. Et sur un panneau de 30 cm², on peut avoir une quinzaine d'animaux qui ont été représentés, superposés les uns aux autres. Il y a d'autres chevaux qui sont de facture un petit peu moins réaliste, comme celui-ci, avec des crinières représentées de manière un petit peu différente. Et cette image, elle est intéressante parce que vous voyez la calcite dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez ici, on a vraiment ces plaques de calcite qui se sont formés au fil des millénaires et qui viennent recouvrir certains traits noirs. Et donc ça veut vraiment dire qu'il y a beaucoup de temps qui a passé depuis la réalisation des dessins, mais ça on le sait aussi grâce aux datations, au radiocarbone. Et il y a par exemple des techniques parfois mixtes de dessin et de gravure, des animaux qui sont représentés à la fois avec la technique du dessin, avec la technique de la gravure, et encore et toujours ces superpositions. Et ce qu'on voit aussi beaucoup dans la grotte Cosquer, regardez ici, vous voyez ces tracés là, c'est des doigts en fait qui ont été passés dans une sorte de substrat qui est sur la paroi, qu'on appelle le Mondmilch, le lait de lune en allemand, une sorte de décomposition du calcaire avec l'humidité ambiante. Et les gens ont passé leurs doigts là-dedans, parfois pour faire un petit peu des serpentins, parfois des figures, mais parfois c'est absolument pas figuratif. Et il y a autre chose qu'ils ont fait, qui est une caractéristique de la grotte Cosquer, c'est que ce matériau calcaire, mou, une sorte de pâte, ça ressemble un petit peu à une chantilly très épaisse. Ils l'ont non seulement raclé, prélevé, mais ils sont partis avec de la grotte, parce qu'on ne le retrouve plus sur place. Ils ont aussi prélevé ce qu'on appelle des spéléothèmes, c'est-à-dire possiblement des blocs de calcaire qu'ils ont emmenés hors de la grotte. Et là, évidemment, la question... Alors, eux, ils ne plongeaient pas à l'époque, vous avez bien compris, le boyau, ils le prenaient à pied, mais il y avait quand même 115 mètres de boyau à traverser pour arriver jusqu'aux salles. Ils repartaient avec des quantités assez importantes, lourdes aussi, parce que tout de suite ça fait du poids, de ce pigment blanc, de ce matériau blanc vers l'extérieur. Et là, il y a des hypothèses pour essayer d'expliquer ça, mais on n'a pas de réponse définitive.
Il y a deux hypothèses. Une hypothèse plus médicinale qui avait été avancée par Jean Clotte et Jean Courtin dès le début des années 2000, comme quoi ce matériau calcaire aurait été utilisé pour se soigner, faire des pansements. Vous savez, quand vous buvez du Smecta, pour ceux qui des fois ont mal au ventre, en fait, on boit du calcaire dilué dans de l'eau. Peut-être qu'à l'époque, ils avaient déjà perçu le caractère peut-être pharmaceutique, curatif de certaines de ces substances, de la même manière qu'ils devaient parfaitement connaître les vertus curatives peut-être de certaines plantes de leur environnement. La deuxième hypothèse, c'est une hypothèse selon laquelle ce pigment blanc aurait été peut-être utilisé comme pigment, justement, plutôt, comme pigment corporel pour s'enduire le corps, ou pour éventuellement enduire les peaux animales dans leurs intérieurs, un peu comme aujourd'hui on fait encore des enduits de certaines couleurs, mais ça évidemment on n'en aura jamais la preuve parce qu'on a perdu toute trace matérielle. Cheval, bouquetin, donc le bouquetin extrêmement présent dans la grotte Cosquer comme dans d'autres cavités, donc c'est un animal qu'ils observaient parce qu'il vivait dans l'écosystème des calanques de cette époque. Celui-ci, vous avez vu, il est représenté avec les pattes avant un peu fléchies comme ça, comme s'il était un petit peu en train de tomber devant lui. Alors il n'est pas impossible que ce soit un animal représenté au moment où il est tué. Il y a de nombreux animaux dans l'art pariétal paléolithique qui ont été représentés comme s'ils étaient transpercés de saguets. On voit des traits comme ça qui traversent leur corps. C'est peut-être le cas de cet animal. On a un petit problème avec cette hypothèse qu'on a appelée la magie de la chasse, selon laquelle les animaux ont été représentés pour être plus facilement ensuite tués à la chasse. C'est que les animaux qui étaient le plus chassés, et vous les connaissez si vous m'avez bien écouté au début, c'était les rennes. Eh bien, les rennes sont très rares dans l'art pariétal paléolithique. Vous voyez que la relation entre animal représenté et animal chassé, du coup, ne fonctionne pas vraiment. Bison, alors là, il est pris d'un petit peu plus loin, mais on va s'en rapprocher avec des animaux qui sont parfois un petit peu curieux, un peu composite, mi-humain, mi-animal, et c'est le cas de certains bisons dans la grotte Cosquer, comme d'autres animaux dans certaines autres cavités, où on a l'impression qu'ils ont voulu représenter des sortes de chimères, mi-humaines, mi-animales, et ça nous dit peut-être quelque chose sur leurs croyances, sur peut-être la fluidité qu'ils considéraient entre espèces, y compris entre espèces humaines, qui pouvaient peut-être se réincarner dans d'autres espèces animales. Le respect aussi qu'ils portaient aux animaux. Rappelons-nous que ce sont des humains, comme nous biologiquement, qui vivent évidemment dans des environnements radicalement différents aux nôtres. En particulier, ils sont confrontés à ce qu'on appelle une mégafaune, c'est-à-dire des milliers et des milliers et des milliers de grands animaux, herbivores qui ne leur veulent pas trop de mal, mais aussi carnivores, félins, hyènes, loups, ours. Donc évidemment, le rapport au monde animal, même si aujourd'hui on sait que les humains sont aussi des animaux, mais le rapport aux animaux est évidemment très différent de ce qu'il est aujourd'hui, avec vraisemblablement une forme de crainte et aussi une forme de respect. Le cerf, représenté ici, toujours avec ces croûtes de calcite qui se superposent, avec des bois très développés, c'est des gens qui observaient parfaitement leur milieu et les animaux qui faisaient partie de ce milieu et qui ont conservé une mémoire absolument remarquable, photographique, et qui avaient ensuite encore la capacité technique, cognitive, manuelle, de représenter les animaux dont ils avaient l'image mentale de façon tout à fait spectaculaire. Les animaux de la grotte Chauvet, pour ça, sont absolument remarquables. On a vraiment l'impression que ce sont des reportages animaliers qui ont été faits, y compris avec des comportements de certains de ces animaux qui ont été observés puis retranscrits sur les parois. Les fameux phoques de la grotte Cosquer, avec leur moustache ici très caractéristique, la queue, nageoire caudale de ce phoque. Et puis, vous voyez ici, on a ici des nageoires latérales. Je ne suis pas un expert en anatomie des phoques, vous m'excuserez pour la nomenclature, mais enfin, en gros, c'est à ça que ça ressemble. Et alors, vous voyez ce trait ici ? On a vraiment l'impression d'un trait qui transperce l'animal, avec peut-être la représentation d'un harpon, d'une sagaie qui a été utilisée pour tuer un animal quand il était en train de se prélasser sur un rocher comme ça de la mer Méditerranée de l'époque. On a retrouvé, dans la grotte Cosquer, des coquillages, alors des coquilles de coquillages qui ont très vraisemblablement été consommés. On peut penser qu'ils mangeaient des coquillages parce qu'ils avaient une telle connaissance fine de leurs ressources, et certainement comme nous, ils devaient apprécier beaucoup les fruits de mer. Et on a retrouvé donc des coquilles de
grands coquillages à l'intérieur de la grotte qui ont servi de lampes en fait, à l'intérieur de laquelle ont été déposés du charbon pour faire des petits foyers, donc des lampes en fait portatives qui étaient réalisées dans ces coquillages. Je vous montre juste une image qu'on voit, un objet qu'on voit dans la réplique de la grotte Cosquer Méditerranée. C'est pas du tout dans la région, ça a été un objet qui a été retrouvé sur un site paléolithique plutôt du côté de l'Atlantique, mais avec une représentation aussi d'un animal marin. Et ça, ce que ça veut tout simplement dire, c'est qu'il est normal qu'à Cosquer comme ailleurs, en milieu littoral, les gens aient représenté les animaux appartenant à ces milieux. On arrive au bout avec donc ces animaux très particuliers que sont les pingouins, en particulier ce panneau de 3 pingouins, parce qu'il y en a 2 qui sont très connus, mais on oublie un peu souvent celui qui est ici en bas, il y a uniquement sa tête, on dirait qu'il observe ici un combat entre 2 pingouins, on est peut-être sur quelque chose qui est de l'ordre de la parade nuptiale ou autre. Par contre, ils sont tout petits. Là, sur les images, on a l'impression qu'ils sont grands, mais quand les gens visitent la réplique, pour ceux qui l'ont vu, les gens souvent disent « Ouh là là, ils sont tout petits, ils ne mesurent pas plus de 15 cm à peu près ». Par contre, ils sont très bien représentés et ils ont été bien observés. Et puis, il y a quelques animaux dans la grotte Cosquer qui sont beaucoup plus rares. Il n'y en a qu'un de chacune de ces espèces. Il y a une antilope saïga. C'est une antilope qui vit toujours aujourd'hui, pour ceux qui ont vu ces reportages animaliers, en Asie mineure. J'ai vu passer des informations comme quoi d'ailleurs les populations étaient en train de se développer, de se reconstituer après avoir presque failli disparaître du côté de la Mongolie. Par là, donc c'est un animal, une antilope qui a un nez, cloison nasale extrêmement développée en adaptation au froid. Et donc il y en a une représentation dans la grotte Cosquer, très rare. Il y a un félin dans la grotte Cosquer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une vingtaine d'années, on avait parlé de la panthère noire là, qui s'était un peu perdue dans les calanques. Là, tout le monde la cherchait. Moi, je disais, mais la panthère noire, elle existe, mais elle est à l'intérieur de la grotte Cosquer, parce qu'on dirait une panthère noire. Sauf que ce n'est pas une panthère a priori, c'est plutôt un lion. Lion des cavernes de l'époque, pour lequel ni les mâles ni les femelles n'avaient de crinière. Donc en fait, souvent quand on voit des dessins comme ça, on pense que c'est des lionnes. En fait, ça peut aussi être des lions parce qu'ils n'avaient pas de crinière. C'est une espèce qui est différente du lion d'Asie ou du lion d'Afrique. Ça, c'est une vue très impressionnante de la grotte Cosquer parce qu'on y voit le puits qui descend à 25 mètres de profondeur. Alors maintenant, il est plein d'eau, mais à l'époque où les gens étaient dans la grotte, au paléolithique, ce puits, il n'y avait pas d'eau, donc il y avait un gouffre, un véritable gouffre. Et ben c'est ici, en se mettant ici sur cette petite plateforme, vous voyez, qu'ils sont venus déposer l'empreinte de leurs mains. Vous les voyez ici, les empreintes de mains là sur ces draperies. Très étonnant parce qu'ils sont presque allés dans l'endroit le plus dangereux de la cavité, parce que s'ils basculaient en arrière, il n'y avait plus personne. Et évidemment, les plongeurs sont allés voir au fond de ce puits. Ils n'ont pas retrouvé de reste. Ça veut dire que personne n'est jamais tombé à l'époque. C'est exceptionnel les cas de corps humains, de restes bien sûr de corps humains, dans les grottes ornées. Et par exemple, dans la grotte Cosquer, il n'y en a pas. Et donc c'est là qu'ils sont venus déposer les empreintes de ces mains. Donc là, on a une vue un petit peu plus de près, où on voit ce que je vous disais tout à l'heure, que de nombreuses empreintes de mains négatives dans la grotte Cosquer, rappelez-vous, hommes et femmes, sont représentés avec les doigts incomplets. Il y a eu 2 hypothèses là-dessus, peut-être des mutilations ou des engelures qui font que on a les phalanges qui tombent, mais on peut quand même penser qu'ils se couvraient très bien. Ils avaient vraiment des moufles ou des gants. Rappelez-vous qu'il faisait très froid. Et donc on est plutôt en fait face à quelque chose de volontaire, de symbolique, qui a consisté à replier certains doigts avant de déposer l'empreinte sur la paroi. Pourquoi ? Peut-être, et là c'est une hypothèse, pour transposer sur la paroi une sorte de langage des signes qui aurait été utilisé par les gens peut-être à la chasse, tout simplement pour échanger des informations sur le gibier sans le faire fuir, parce que si on crie « Ouh, il est à gauche, là, derrière les buissons ben, », il s'en va. Et peut-être que c'est ce langage des signes qui est transposé sur les parois. En tout cas, c'est une hypothèse qui est avancée par les scientifiques. Je vous montre une image de la grotte de Gargas dans les Pyrénées, juste pour que vous voyez que c'est un petit peu la même chose. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que ce motif de la main négative au doigt incomplet, il était connu, il était conservé sur une longue distance, puisqu'on est quand même à 400-500 km à peu près de Cosquer, il y a 20 000 ans, 27 000 ans même. Et ça nous dit aussi des choses sur qui étaient ces gens, des gens qui se déplaçaient, qui échangeaient des informations, des images, des codes peut-être liés à ces images sur de grandes distances. On a un cas peut-être unique de ce que Gilles Tozello, mon ami et collègue Gilles Tozello, préhistorien, appelle de l'iconoclastie possible, c'est-à-dire, et c'est extrêmement rare dans l'art pariétal, la volonté délibérée par quelqu'un, après le passage
de la personne qui a laissé son empreinte ici de main sur la paroi, de vouloir peut-être dégrader cette image. Vous voyez, avec ces raclages-là. Alors peut-être que la personne qui a voulu effacer l'empreinte de la main s'était fâchée avec la personne qui avait laissé son empreinte, je ne sais pas. On le retrouve en tout cas, c'est rare. On le retrouve d'ailleurs en Égypte antique, ça, quand on martèle les cartouches pour effacer justement l'existence de l'ancien pharaon. Ouais. Cette empreinte de main d'enfant dont je vous parlais tout à l'heure, donc là, ce n'est pas de l'empreinte de main négative. Dans la grotte de Gargas, que je vous ai montré à l'instant, on a la main d'un bébé qui a été posée sur la paroi et sur laquelle quelqu'un, vraisemblablement pas le bébé, parce que là, c'est carrément un bébé de 2 ans, et on est au fin fond de la cavité, un adulte a déposé le pigment pour qu'ensuite on ait l'empreinte de la main du bébé négative. Dans la grotte Cosquer, c'est pas pareil. On a un bébé aussi, un petit enfant, 4 ans à peu près, qui a été déjà amené à l'intérieur de la grotte. Rappelez-vous quand même de la durée du trajet à la lueur des torches. Hein. Je veux dire, bon, on n'a pas les piles électriques à l'époque. Il a été hissé à bout de bras, ou peut-être qu'il était porté sur les épaules d'un adulte, puisque cette empreinte de main, alors on la voit peu, mais quand même, ça a été vraiment étudié. C'est ces petits doigts, vous voyez. Elle est à 2,20 m, 2,30 m de hauteur. Donc ce n'est pas le petit qui est arrivé tout seul là-haut. Soit on l'a porté à bout de bras, soit peut-être qu'il était sur les épaules de son papa ou de sa maman ou de tout autre adulte, comme on le fait encore aujourd'hui quand on est un petit. Et puis peut-être qu'il s'est appuyé, tout simplement. En tout cas, il a laissé l'empreinte de sa main. Et ça, c'est ce dont je parle dans mon livre sur les enfants, entre autres, avec vraiment la question du pourquoi de la présence d'enfants dans des lieux aussi reculés. Mais si vous voulez, on se le garde pour les questions. Parce que l'heure tourne, mais ça va, on n'est pas trop mal encore. Non, on est bien, on est bien. Formidable. Alors, maintenant, je vais vous dire quelques mots sur, avant d'aller sur la réplique et sur Cosquer Méditerranée, pourquoi la grotte Cosquer est un site fragile, voire menacé, dont on peut craindre qu'à terme, malheureusement, il soit peut-être pas menacé de disparition, mais enfin amené à souffrir encore. Donc la première menace, c'est bien sûr celle de l'élévation du niveau marin. Vous savez que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est actuellement dans une phase dite interglaciaire, mais que on en rajoute un peu, nous, les humains, dans l'augmentation de la température naturelle, parce que, donc, encore une fois, on a quitté naturellement la période glaciaire, ce qui veut d'ailleurs dire qu'un jour ou l'autre, si tout se passe comme prévu, on devrait revenir dans une période glaciaire. Je vous laisse imaginer un monde avec nos sociétés développées où le niveau marin redescendrait 120 mètres plus bas. Vous voyez un petit peu là. Non, mais ça, on ne sera plus là pour le voir. Mais si ça se passe, en termes d'adaptation, ça va être quelque chose. Mais je laisse ça de côté. Actuellement, donc, le niveau marin qui s'était élevé jusqu'à un certain niveau au cours des millénaires passés, ça s'était stabilisé. Vous savez que depuis à peu près quelques décennies, on a fait repartir un petit peu cette augmentation du niveau marin liée à nos activités et les rejets de gaz à effet de serre qui produisent une augmentation de température, dilatation de l'eau, donc ça monte, fonte des glaciers, ainsi de suite. On le mesure ça dans la grotte. Donc ça monte régulièrement. Ça monte, mais avec des variations très étonnantes qui sont les suivantes, que selon la météo extérieure et selon en particulier les niveaux de vent et les niveaux de houle de la mer Méditerranée, on a des variations qu'on voit ici. Vous voyez le cheval ? Là, il est au sec complètement. Là, ça, c'est l'arête rocheuse sur laquelle il a été. Vous voyez le niveau marin, il est ici, là. En fait, il est 80 cm plus bas. Et bien, en quelques jours d'intervalle, on se retrouve avec le même cheval qui a le museau dans l'eau. Il y a des variations du plan d'eau à l'intérieur de la grotte Cosquer de près d'1 mètre en fonction de la météorologie. L'explication de ça n'a rien à voir avec l'augmentation du niveau marin qui va petit à petit crescendo au fil du siècle. C'est que, si vous avez bien regardé le plan que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait le boyau d'en bas, là, celui par lequel on passe pour rentrer dans la grotte, mais il y en avait un autre un petit peu plus haut qui était rouge. Et celui-là, il communique avec l'extérieur. Alors, il n'y a pas de quoi passer. Par contre, il y a de l'air qui passe. Il y a de l'air qui passe. Et quand il y a des épisodes de très forte houle en Méditerranée, le niveau marin baisse, remonte, et ça fait rentrer, ça injecte un petit peu comme une seringue de l'air à l'intérieur de la cavité, qui fait que la pression atmosphérique dans la grotte augmente, puisqu'il y a plus d'air dans le même volume. Comme la pression de l'air augmente dans la grotte, ça pousse le plan d'eau vers le bas. Et puis après, cet air, petit à petit, un peu comme une chambre à air percée, s'échappe petit à petit
plutôt par des failles et des interstices dans les parois, et le niveau revient à son niveau. Si ce phénomène de mise en pression, qu'on appelle atmosphérique de la grotte, venait à disparaître, lié à l'augmentation générale du niveau de la Méditerranée à l'extérieur, on aurait mécaniquement un plan d'eau qui se retrouverait tout le temps à cette hauteur. Alors que cette différence de pression, actuellement, régulièrement, protège les œuvres parce qu'elle maintient le plan d'eau plus bas. Donc ça, c'est la première menace qui pèse sur les œuvres de la grotte Cosquer, tout simplement. C'est celle liée à l'augmentation du niveau marin qui, malgré tout, à l'échelle d'un siècle, surtout comme c'est parti du point de vue des augmentations moyennes de température, malheureusement, va continuer à croître. La deuxième menace, c'est plutôt des menaces liées à des polluants. Moi, c'est vraiment une des surprises lors de l'enquête que j'ai faite pour mon livre « La grotte Cosquer révélée », c'est que je voyais vraiment la grotte Cosquer comme un lieu complètement préservé, vierge un peu de toute activité humaine, pollution ou autre. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Il y a par exemple, comme on le voit sur cette image, ça c'est la paroi de la grotte Cosquer prise en photo de près, des petits grains de microplastique qui sont venus se coller à la paroi, qui sont amenés en fait par l'eau depuis l'extérieur et qui commencent y compris à se fixer sur les parois et parfois on n'est pas bien loin des figures, donc ça c'est une autre menace. Il y a tout simplement des polluants, des hydrocarbures. C'est avec la zone des Calanques, en été en particulier, dès qu'il fait très beau, est une zone de fréquentation de la navigation de plaisance extrêmement assidue. Hein. Et donc tout ça, ça a aussi des impacts. On retrouve tous ces polluants à l'intérieur. Donc voilà, moi c'est vraiment le message que j'aimerais délivrer, c'est que la grotte Cosquer, finalement, elle est emblématique de nos actions collectivement en tant qu'espèce sur les milieux jusqu'à des lieux, des sites dont on aurait pu penser qu'ils étaient préservés. Vous savez, c'est un peu comme ces images qu'on a du sommet de l'Annapurna où on retrouve des dizaines de restes de sacs plastiques et de déchets parce que l'humain est allé partout et malheureusement pas toujours pour le meilleur. En tout cas, c'est un site menacé, clairement, très fragile, qui à terme, à l'échelle des siècles, qui est la seule échelle qui finalement compte pour ce type de site, parce qu'ils nous sont parvenus au fil des millénaires, risque quand même fort de disparaître partiellement, en tout cas de beaucoup s'ouvrir. Et il y a, on peut le garder pour les questions, si vous pensez à me la poser, des réflexions actuelles sur quoi faire pour, non pas sauver, mais peut-être essayer de préserver ce qui peut encore l'être. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on quitte maintenant, comme le font les plongeurs, plongeuses, je dis toujours plongeurs, mais il y a des femmes aussi qui ont travaillé, qui ont étudié la grotte, en passant par ce portail donc, qui a été installé, très compliqué à installer, un portail aussi solide dans ce relief extrêmement tourmenté qui est la toute petite ouverture de l'entrée de ce boyau, qui est vraisemblablement le reste d'un porche plus vaste qui s'est partiellement effondré avant que le niveau marin remonte et noie l'entrée. Donc c'est un portail en acier inoxydable avec une sorte de gros cadenas par lequel on entre et par lequel on sort. Et donc voilà, ça c'est la sortie de la grotte Cosquer. Et puis donc je vais juste préparer quelques images, mais là c'est évidemment beaucoup plus connu de ce qu'est la réplique de la grotte Cosquer. Il était vraiment grand temps en 2022 qu'on ait enfin à Marseille une réplique à la hauteur de ce site, comme vous l'avez compris, tout à fait extraordinaire, qui est un patrimoine commun de l'humanité, qui n'est pas classé sur la liste du patrimoine de l'UNESCO, mais qui, à mon sens, devrait et pourrait tout à fait l'être, comme le sont la grotte Chauvet, comme la grotte de Lascaux et tous les sites, par exemple, de la vallée de la Vézère. Et donc en juin 2022, a ouvert, dans un bâtiment déjà existant, appartenant au conseil régional Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, la réplique de cette grotte, qui a été, comme pour les répliques précédentes de Chauvet, de Lascaux, un véritable pari technologique, artistique, et peut-être plus encore dans le cadre de la grotte Cosquer. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu, entre guillemets, faire rentrer une grotte dans un bâtiment, un lieu qui n'avait pas du tout été prévu pour accueillir une réplique de grotte ornée. Parce que vous savez que la Villa Méditerranée, c'est un bâtiment qui a déjà, ça date de Marseille, capitale de la culture, en 2013. Et donc l'architecte qui avait répondu au projet, qui avait remporté le
le projet. Si on lui avait dit à l'époque qu'un jour on mettrait une réplique de grotte au fond de son bâtiment, et il aurait eu du mal à le croire. D'ailleurs, quand on lui a annoncé que c'était le projet qui était prévu là, au début des années, fin des années 2010, il a été un peu étonné. Mais en tout cas, ils y sont arrivés. Et donc, c'est d'abord un décor, une fausse grotte qui n'est pas l'entièreté de la grotte Cosquer originale, tout simplement pour des questions de volume et de place qu'on n'avait pas, mais ce qu'on appelle une anamorphose, c'est-à-dire une contraction, une restitution des parties les plus intéressantes, en particulier avec celles avec les entités graphiques, ce qu'on appelle les dessins et les gravures, qui a été donc reconstitué. Les panneaux ornés, c'est-à-dire l'art pariétal lui-même, il n'a pas été fait sur place dans le sous-sol de la Villa Méditerranée, il a été fait dans des ateliers, comme ici à côté de Lascaux, dans la ville de Montignac-Lascaux, pour ceux qui connaissent, qui est un endroit où s'est développé un savoir-faire particulier de réplique d'art pariétal. Donc ici, Alain Dalis, à l'image, qui a réalisé certaines des figures de la grotte Cosquer Méditerranée, et son collègue Gilles Tozello, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui par ailleurs étudie la grotte Chauvet en Ardèche. Et tous ces, ce qu'on appelle des panneaux ornés d'art pariétal, factice bien sûr, en résine, avec des pigments et autres, réalisé grâce au relevé 3D que je vous ai montré tout à l'heure, qui a été fait dans la grotte. Eh bien, ils ont été inclus, comme ça, intégrés, à la façon d'un puzzle un petit peu, dans un décor qui avait été parallèlement construit dans le sous-sol de la Villa Méditerranée, avec tout un tas de questions qui se sont posées sur la masse totale, par exemple, de cette grotte. Vous imaginez bien que ça pèse très lourd, dans un contexte où on a un bâtiment avec ses contraintes physiques, architecturales, qui font qu'on ne peut pas non plus y faire rentrer tout ce qu'on veut. Et par exemple, il y a eu des choix qui ont été faits sur la quantité d'eau qui a été apportée à la réplique. Il y en a relativement peu, avec des trompe-l'œil où on a l'impression qu'il y a des puits remplis d'eau, mais en fait il y a très peu d'eau, tout simplement parce que l'eau c'est très lourd et que ça aurait encore alourdi quelque chose qui déjà était très lourd. Et donc depuis 2022, je pense que pas mal d'entre vous l'ont visité. Je sais qu'il y a des visites qui sont prévues dans quelques jours à travers le service des seniors, de ce très bel outil de partage de la grotte Cosquer que constitue Cosquer Méditerranée. Les gens visitent cette réplique dans ces petits véhicules, un petit peu à la façon d'un petit train comme ça qui se promène dans cette réplique de grotte. Et généralement, les gens sont très, très satisfaits. Oui, merci. Et sur ces mots, je pense qu'on boucle la boucle. Et je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Merci. Merci à vous, Pedro, pour cette très belle conférence, très intéressante. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a encore un peu de temps devant nous, là. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre spécialiste? Oui, il y a 2 questions là-bas. Il y a un micro qui va circuler pour qu'on vous entende bien. Bonjour, j'aurais voulu savoir si, sous le niveau de l'eau, il y a eu des explorations qui ont été faites et si on a révélé des gravures, des peintures, etc., etc. Très bonne question. Merci. Que je vous remercie de m'avoir posé. Non. Donc, il y a eu des explorations. Alors, actuellement, ce qui se passe, ou en tout cas jusqu'à une date récente, exactement au jour J, je ne sais pas, vous avez vu qu'il y a un relevé 3D qui a été fait. Aérien, c'est-à-dire aérien dans le sens où c'est la partie émergée de la cavité. Il est en cours, ou en tout cas il a été, la réalisation d'un relevé des volumes, mais sous le niveau marin. Alors ça renvoie à des questions techniques, hein, ça veut dire qu'il faut des appareils comme celui qu'on a vu là, mais qui arrivent à faire ça sous l'eau. Alors, et là-dessus, on pourra peut-être, avec de l'observation fine, des relevés tridimensionnels extrêmement précis, détecter des choses. Parce que pour l'instant, visuellement, évidemment, les plongeurs ont regardé, il n'y a plus rien. Mais en fait, il est vraisemblable qu'on ne trouve jamais rien. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 000 ans de corrosion marine, le sel, l'eau et surtout ce dont les propriétaires de bateaux font très attention, c'est-à-dire le dépôt sur la paroi de micro-crustacés qui font qu'il peut... Alors, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais rien eu. Et en fait, c'est même le contraire. On est presque certain, Jean Clotte et Jean Courtin m'ont toujours dit, si la grotte Cosquer n'avait pas été
noyée comme elle l'a été, il s'agirait d'une des grottes ornées les plus riches du point de vue du nombre de figures. Actuellement, il y en a à peu près 500. La grotte Chauvet, c'est 1 millier à peu près, et la grotte de Lascaux, c'est à peu près 2000. Vous voyez, c'est un rapport à chaque fois de 2. Mais ne nous est parvenu de la grotte Cosquer à peu près que un tiers environ de la grotte originale. Et comme à l'époque, ils avaient visiblement pour habitude, en tout cas ici, de tout recouvrir de motifs, vraisemblablement, à l'époque, il y avait de l'art partout. Dès peut-être le boyau initial, ou en tout cas dans les premières salles ou dans les premières parties immergées de la première salle. Donc il y en a eu vraisemblablement beaucoup plus, mais par contre, on les a jamais vus. Bonsoir. Vous employez à juste titre l'expression art pariétal, l'art étant quelque chose qui interpelle le cerveau de l'homme en termes de respect, de beauté, d'émotion. Moi, il y a quand même une lacune là que je trouve énorme, c'est que cet art semble être uniquement réservé à l'univers animal. Et j'ai visité quelques grottes, je ne me souviens pas d'avoir vu une représentation artistique, entre guillemets, de quelque chose de végétal. Or, un végétal, par ses fleurs, je veux dire, ou alors il faut attendre Vincent van Gogh pour nous montrer qu'un tournesol, ça peut être joli aussi. Il y a aussi des branches, des feuilles, des palmes. L'univers végétal est aussi artistique, peut être aussi artistique, respectueux, émotionnel aussi que l'univers animal. Est-ce qu'on peut expliquer cette lacune en termes d'absence complète d'univers végétal? Oui, alors l'expliquer, malheureusement, non, parce qu'encore une fois, on n'a pas le code, si vous voulez. On n'a pas une explication qui accompagne toutes ces images et qui nous dirait éventuellement, donc tout ce que je vais vous dire, c'est de l'ordre des hypothèses, nous avons décidé de ne représenter que des animaux. Mais alors, par exemple, ils n'ont pas représenté des animaux, ils ont représenté certains animaux. Ils n'ont pas du tout représenté, ne serait-ce que toutes les espèces animales qui les environnaient. Il y avait des insectes, il y avait des oiseaux, il y avait des poissons, il y en a quasiment pas. Ils ont représenté des mammifères, et parmi les mammifères, très majoritairement des mammifères herbivores, et encore pas tous. Ils observaient des antilopes saiga, il y en a 2 ou 3 dans tout l'art rupestre. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, comme vous le dites très bien, il y a eu des choix de fait. Il y a très peu de représentations humaines, et quand il y en a, comme je vous l'ai dit dès le début, elles sont soit partielles, que des mains, quelques sexes, il y a un phallus, un sexe masculin représenté dans la grotte Cosquer, il y a pas mal de sexes féminins représentés dans les grottes ornées, mais il n'y a pas, s'ils avaient voulu, parce qu'ils en avaient la capacité technique, ils l'ont peut-être fait sur des supports extérieurs qui ont disparu, mais s'ils avaient voulu se représenter eux-mêmes ou représenter leurs semblables, comme ils ont représenté certains des animaux qu'on a retrouvés dans les grottes, on aurait des scènes de vie. Il n'y a jamais, par exemple, les structures d'habitat dans lesquelles ils ont vécu. Alors, ça, c'est une constatation. Le pourquoi, ça nous renvoie quand même, je pense, même si c'est de l'ordre de la supposition et de l'hypothèse, mais qui est quand même basé sur des choses que nous renvoient quand même ces sociétés. Ça renvoie à leur représentation du monde, ça renvoie peut-être aussi à leur mythe, disons le mot. Il est fort probable, moi c'est quelque chose dont je suis maintenant assez convaincu, aussi beaucoup à travers mes lectures de textes de spécialistes. Je vous renvoie par exemple au dernier livre de Jean-Loïc Lequelec, qui s'appelle La caverne originelle, dans lequel ce chercheur démontre, à mon sens, de manière extrêmement convaincante, que c'est peut-être des mythes qui ont été représentés sur les parois des grottes, des mythes dans lesquels le renouvellement de la vie, en particulier animale, représentait une importance majeure. Jean-Louis Lequelec le fait pas tout seul, avec d'autres spécialistes d'une discipline qu'on appelle la mythologie comparée, qui a énormément gagné en professionnalisme et qui s'est en particulier inspiré des études en phylogénie du vivant, c'est-à-dire la façon dont des biologistes aujourd'hui établissent des liens de parenté entre espèces vivantes. Les
gens qui font de la mythologie comparée sont capables de faire la même chose avec des mythes recueillis durant les 2 derniers siècles à travers l'ensemble du globe et de la planète, et en comparant ces mythes entre eux, ils sont capables d'avoir une sorte de machine à remonter le temps qui permet d'arriver à des mythes d'origine, et l'un d'entre eux, qu'on appelle le mythe de l'émergence primordiale, je vous renvoie vraiment au travail de Jean-Loïc Lequelec, qui a y compris beaucoup de conférences en ligne qui sont passionnantes, ce mythe qui aurait été donc celui qu'avaient en tête les gens dont on parle depuis le début de l'après-midi. Selon ce mythe, les êtres humains et animaux auraient été créés, seraient nés sous terre, dans des trous, dans des grottes, et se seraient en quelque sorte échappés de ces matrices fondamentales pour aller peupler l'ensemble de l'environnement. Et comme dans le cadre de ce mythe, les êtres étaient parfois indifférenciés, humains, animaux, mais que c'est surtout des mythes qui concernent la génération des espèces animales, on peut avoir de cette façon, par cette lecture mythologique, une explication possible, même si je ne dis pas que c'est définitif, parce qu'encore une fois, vous avez compris que la réponse définitive, on ne l'aura jamais, du pourquoi de la présence uniquement de certains animaux qui, par exemple, étaient les animaux les plus chassés. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Est-ce qu'on pourrait donner le... Monsieur est là. Tiens, Mario. Bonsoir. Je voulais savoir si votre souci de la disparition de la grotte ne vient pas aussi à cause du reflux, du flux et du reflux, que certains motifs ont déjà disparu. Je comprends pas la question. C'est-à-dire que le fait d'avoir du flux et du reflux, ça fait disparaître les motifs qui sont au charbon, etc. Avec cette eau qui vient, qui emporte tout, quoi. Ce qui est certain, c'est que dès que le niveau marin se stabilise à une certaine hauteur sur les parois, tout ce qui est situé en deçà de ce niveau, à terme, va disparaître. Mais par contre, ce qui est aussi frappant, c'est que certaines figures, comme les chevaux là, du panneau des petits chevaux, il y en a 4. Hein. Les chevaux qui sont les plus bas sur le panneau, là, ils passent quand même pas mal de temps sous l'eau, puisque vous avez bien vu qu'il y a ces variations. Et ça tient, ça résiste quand même, quoi. Mais à terme, évidemment, 100 ans, 200 ans, 300 ans en permanence sous l'eau, ça laisse le temps, en particulier à tous ces micro-organismes crustacés, de se fixer, de se développer. Et ça, là, la paroi, elle est complètement mangée, quoi, dégradée, quoi. Donc là, il n'y a plus de figures qui résistent, quoi. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir aussi sur la question des enfants, notamment? Est-ce que vous avez des hypothèses? Parce qu'en fait, on ne peut... Oui, d'accord. Alors, je termine juste la question, je vous donne la parole. Concernant les enfants, est-ce qu'on a une hypothèse? Pourquoi ils ont décidé d'apporter des enfants dans les grottes et de témoigner en fait de leur présence? Donc la présence des enfants, rapidement, on a des traces matérielles essentiellement dans les grottes parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la grotte est un milieu qui conserve exceptionnellement la trace du passage de l'existence des gens à l'époque. Mais on en a aussi quelques-unes à l'extérieur, beaucoup moins. On a des preuves, par exemple, d'apprentissage de taille du silex, vraisemblablement par des enfants, parce qu'on a retrouvé sur des ateliers de taille des objets très mal taillés qui montrent que c'était le moment où des novices étaient en train d'apprendre auprès d'experts. Mais si on revient aux grottes, on a des empreintes de mains, vous l'avez vu, on a aussi des empreintes de pas au sol, qui sont toujours des pieds nus, et ça pose aussi une petite question, parce que c'était des gens qui devaient se protéger du froid à l'extérieur et qui se baladaient pas pieds nus, c'est pas possible. Et donc ça veut dire que dans la grotte, ils y allaient pieds nus, vraisemblablement pour mieux sentir leurs pieds, pour éviter de faire des glissades. Et d'ailleurs, on a des traces de glissades, parce que le sol des grottes est toujours très humide avec de l'argile. Alors pourquoi il y avait des enfants? Il y a toujours un petit peu deux types d'explications. Une un petit peu, très symbolique, qui tire un peu vers le sacré, et les gens qui ont fait ce type de proposition naviguent un peu entre les deux, ou une un petit peu plus intuitive, voire presque utilitaire.
Et encore une fois, je ne vais pas trancher. Je vais vous donner les deux, avec quand même une préférence de mon point de vue. Celle qui est sacrée, c'est quoi? C'est de dire, la grotte, c'était un lieu obscur, où on pouvait avoir peur. Et donc, il y a eu des rites d'initiation. Et ça, c'est une hypothèse qui a été avancée. C'est-à-dire qu'en gros, on disait aux enfants, lors du passage de bornes d'âge, un petit peu de l'enfance à l'adolescence, ou de l'adolescence à l'âge adulte, et ça, on connaît dans toutes les sociétés dites traditionnelles, des rites d'initiation. Enfin, il y a encore des rites d'initiation aujourd'hui, mais ils sont différents, peu importe. Peut-être qu'on leur disait, voilà, pour prouver ton courage et pour faire partie du clan des ados, par exemple, ou plus tard des adultes, tu vas aller tout seul jusqu'au fond, tu vas revenir. Bon, c'est pas impossible. Il y a une autre hypothèse qui fonctionne tout aussi bien, et parfois les hypothèses ne s'excluent pas. C'est tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, que comme cet art pariétal devait revêtir pour ces gens-là une importance fondamentale, parce qu'ils pensaient vraisemblablement que leur mythe fondateur dépendait du fait d'aller reproduire ces images, tout simplement, il fallait familiariser les jeunes générations avec ce monde souterrain. Si pendant une génération, on n'avait pas amené des enfants sous terre et qu'arrivé à l'âge adulte, on leur avait dit bah, tiens, maintenant tu te débrouilles, tu vas au fond de la grotte et tu fais des dessins, arrivé à 25 ans, c'était un peu tard. Donc moi, à mon avis, dès le plus jeune âge, il fallait les amener là où ensuite, à leur tour, devenus plus âgés, ils reproduiraient les images et ainsi de suite. Et à mon avis, c'est tout simplement la raison de leur présence, voire même parfois d'apprendre aussi, selon l'âge, alors évidemment pas un gamin de 3 ans, mais un jeune adolescent de 12-13 ans, il y a des figures qui sont absolument somptueuses, où on pense qu'il y a eu une très grande expérience derrière, plusieurs années de pratique, parce que c'est pas quelqu'un qui arrive comme ça et qui du premier coup fait ce cheval ou ce bison, mais il y a des figures aussi dans les grottes ornées, alors on les montre un peu moins parce qu'on est attiré par celles qui sont les plus spectaculaires. Il y a des figures qui parfois sont honnêtement pas non plus d'une facture technique extraordinaire et dont on pense qu'ils ont pu tout à fait être réalisés par des juvéniles, par des jeunes gens, et il fallait que des jeunes gens fassent certaines figures, parce que le jour où le ou la spécialiste disparaît, bah, il faut qu'il y en ait d'autres qui prennent le relais. Ça a duré 14 000 ans. Alors, il y a une question là-bas avec le micro, mais après on vous passe le micro, promis, pour qu'on vous entende là-haut. Pardon. Moi, je voulais savoir, dans les grottes connues comme Lascaux et les autres, qu'est-ce qu'on en fait des vraies grottes? Est-ce qu'on fait encore des expériences dedans pour voir comment sont conservés les fameux tableaux? Et bon, pas pour Cosquet en particulier, mais est-ce que ça peut donner des idées pour Cosquet aussi? Enfin, je ne sais pas. J'extrapole un peu. Oui, mais... oui. Alors, c'est une très bonne question pour plusieurs raisons. D'abord, sachez quand même qu'en France, on a cette chance, et dans le nord de l'Espagne, mais c'est vraiment pas loin, hein, je veux dire... Santander, en gros, hein, autour de la ville de Santander, là, juste après le Pays Basque, on a plein de grottes. On a la chance de pouvoir visiter des vraies grottes ornées. Et ça, je vous incite à le faire, parce que souvent les gens sont un peu frustrés. Ils disent, ouais, on ne peut pas voir Lascaux, on ne peut pas voir Chauvet, on ne peut pas voir Cosquer. Oui, c'est vrai, on a des répliques, mais on peut par contre voir plein de belles grottes. Si vous allez en Dordogne, il y a Lascaux 4, qui est quand même une très belle réplique, mais à 20 km, il y a Rouffignac, Font-de-Gomme, Combarel, Bernifal, et ça, c'est des vraies grottes où vous pourrez voir des dessins qui ont été faits il y a 20 000 ans. Donc je vous incite à le faire, Gargas, Pêche-Merle dans le Lot, et ainsi de suite. Certaines grottes sont devenues tellement fragiles parce qu'on les a tellement malmenées, c'est ça la vérité quand même. Et par exemple Lascaux, qu'au jour d'aujourd'hui, Lascaux c'est un peu une vieille dame ou un vieux monsieur, peu importe le genre, très 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 fatigué, malade et qui est un peu sous perfusion. Et donc effectivement à Lascaux, il n'y a même plus de recherche qui se mène parce que le milieu est tellement fragile que le ministère de la Culture, parce que bon, c'est des sites quand même qui sont sous la responsabilité du ministère de la Culture, a décidé que par exemple à Lascaux, il n'y a plus aujourd'hui qu'à peu près une fois par trimestre, aux dernières nouvelles, 2 agents de l'État, alors ils sont 2 parce que s'il y en a un qui y va, qui tombe dans les pommes, ben il faut qu'il y ait le deuxième qui l'aide. Enfin bon, je veux dire, c'est pour des raisons de sécurité. Il y a 2 agents de l'État qui font ce qu'on appelle un repérage visuel, c'est-à-dire qu'ils vont assez rapidement jusqu'au bout de la grotte de Lascaux. Ils ont des combinaisons avec, voilà, on dirait qu'ils vont sur la Lune. Masque, Charlotte, chausse-pied et surchausse. Et ils ressortent. Et en fait, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent les parois pour voir s'ils ne voient pas des dégradations, des choses, en quel cas il pourrait y avoir des interventions. Mais c'est vraiment de la surveillance visuelle. Par contre, il y a des grottes qui sont étudiées. La grotte Cosquer, dans un contexte où elle risque de disparaître, il y a une étude scientifique qui est presque un petit peu une fouille de sauvegarde. La grotte Chauvet est étudiée aussi,
Enfin, l'accès à la grotte Chauvet, ça se complique pour des raisons de taux de CO2. Rapidement, comme le taux de CO2 augmente à l'extérieur, les températures aussi, ça impacte aussi les milieux souterrains. Et donc, on arrive dans des situations où certaines grottes qui, jusqu'à il y a 10-20 ans, pouvaient être relativement facilement investies par les scientifiques. Aujourd'hui, le ministère de la Culture a tendance à être très prudent parce qu'il ne veut pas perturber trop le milieu. Mais c'est vrai qu'il y a des grottes, et c'est le cas de Lascaux, c'est le cas d'Altamira aussi, par exemple, qui ont été tellement fragilisées. Lascaux, il y avait quand même des milliers de touristes qui l'ont visité tout au long des années 1950, qu'aujourd'hui, malheureusement, elles sont un petit peu sous cloche. Et rapidement sur Cosquer, on se pose des questions sur peut-être le fait de déposer certains panneaux à l'intérieur de la grotte, les surélever un petit peu, ce serait très complexe techniquement. Il y a des réflexions, mais il n'y a rien qui sera fait avant que les commissions se réunissent et ainsi de suite. Mais il y a des réflexions, parce que l'autre alternative, c'est que la mer monte et que de toute façon les chevaux disparaissent. Donc à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas tenter quelque chose? Là, moi, je suis juste là-dessus observateur extérieur, mais en tout cas, la question peut se poser. On va vous passer le micro. Non, pas de micro. Si, parce que comme ça on vous entend là-haut. Non, moi c'est simplement, ce qui m'a intrigué, c'est pourquoi vous nous avez dit que les mains étaient négatives. Alors c'est juste le côté positif-négatif, comme sur la photographie par exemple, c'est comme un négatif de photo. C'est-à-dire que si vous mettez si vous mettez du pigment sur la main et que vous posez la main sur la paroi, vous enlevez la main, il y a l'empreinte de votre main. Et on appelle ça en positif, c'est pas dans le sens que c'est positif ou négatif, que c'est bien ou mal. C'est juste que c'est une image de votre empreinte directe. Si vous mettez du pigment autour de votre main et que vous l'enlevez, il y a le contour et on appelle ça une main un peu en négatif, quoi. C'est juste le mot. C'est par rapport à la technique en fait de réalisation. Et alors par contre, ce qui est intéressant, c'est c'est plus simple de faire juste poser l'empreinte de sa main avec du pigment dessus et de l'enlever. Mais en fait, ils ont fait le truc le plus compliqué. C'est-à-dire que le plus d'empreintes de main qu'on connaît dans les grottes ornées, c'est des empreintes de main négatives où c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut avoir un pigment suffisamment sec, mais un peu humide quand même pour qu'il s'accroche bien, et surtout un peu en poudre, quoi. Bon, c'est déjà un peu... C'est un geste un peu compliqué, quoi. Et c'est ça qu'ils ont fait beaucoup. Oui, et ils l'ont fait, en plus, on le retrouve dans quasiment toutes les grottes. Alors, pas dans toutes les grottes, mais il y a... Alors, par exemple, à Lascaux, il y a énormément d'animaux, il n'y a pas d'empreinte de main, ni négative, ni positive. À Chauvet, il y a énormément d'animaux, pas tellement les mêmes qu'à Lascaux, plutôt des animaux dangereux, et il y a quelques empreintes de main, mais qui sont positives. C'est-à-dire qu'ils se sont mis du pigment ocre, surtout sur la paume de la main, ou sur toute la main, ils ont posé comme ça. Donc c'est un motif, on dit, qui est assez fréquent, mais qui n'est pas non plus obligatoire. Est-ce qu'il y a encore une question? C'est l'heure du goûter, là. Bon. Alors, bon, merci à vous. Merci Pedro. beaucoup pour votre invitation. Merci. Merci Nathalie.